Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 8e épisode de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et je suis accompagné de Maître Likao, Hola. Anna June Barker, Salut. et ce soir, nous avons un invité très spécial pour remplacer Céladon qui n'a pas pu se joindre à nous, et ce n'est autre que Flavien, alias le célèbre DJ Cactus, faucon de Isabeau de Cresserelle, personnage de Game of Reroll. Bonsoir. Salut. Cette semaine, on revient sur l'épisode 8 de la saison 1, et ça commence juste après ça. Oh là, mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper, hein. Faut devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Shazam, 2 points, mage puissant, virgule, longue vue, virgule, divers. Quand est-ce qu'on boit? Donc ça y est, on arrive à ce fameux épisode qu'on a beaucoup teasé lors de la dernière émission, et comme d'habitude, il m'a pas déçu. Il s'agit donc de l'épisode 8 de la saison 1, le kidnapping de la princesse et du jeune noble, d'une durée de 2h48 minutes. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? On va commencer comme d'hab par Anna June. Alors, je vais essayer de faire un peu moins d'onomatopée que la dernière fois et d'émettre un avis un petit peu plus structuré. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'à force d'en faire des caisses, j'avais un peu peur d'avoir survendu cet épisode. Mais non, en fait, pas du tout. Je signe et persiste. C'est mon épisode préféré de Game of Roll. Je l'aime vraiment d'amour. Et la deuxième chose, c'est que donc là, on enregistre quelques jours après la diffusion de l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Roll. Et c'est un épisode qui a en fait immédiatement plu. Il y a eu un succès critique. Et Fibre a d'ailleurs demandé dans le débrief post-épisode ce qui faisait selon nous le succès de cet épisode-là. Et en réalité, si vous me permettez une petite analyse, comme on dit chez moi, il y avait énormément de similitudes entre l'épisode d'il y a quelques jours et celui qu'on analyse aujourd'hui. Parce qu'on a une soirée avec des mini-jeux, on a une amoureuse forceuse qui colle l'un des persos, on a une enquête avec de l'analyse de substances un peu mystérieuse, qui amène à des gros moments de lore plus solennels, et puis donc à un concours près, on est vraiment sur un gros paquet de similitudes. Donc voilà, si Fibre, tu m'entends un jour, je pense qu'il s'agit là de la recette de la réussite, c'est vraiment tous ces éléments-là qui font que ces épisodes représentent ce qu'on aime dans le jeu de rôle, et surtout dans cet épisode 8, enfin, en plus de tout ça, qu'est-ce qu'on rigole? On rigole vraiment énormément dans cet épisode. Et voilà, c'est mon préféré, c'est dit, c'est mon épisode préféré de Game of Thrones. Et toi du coup, Maître Likao? Ouais, je vais te rejoindre complètement, Anna June. Moi, c'est inconditionnellement le meilleur de la saison 1. Peut-être même le meilleur de toute la campagne, la première campagne. Et clairement sur le haut du panier de tous les épisodes de Gore, les OS aussi inclus. Et puis de toute façon, là aussi, je vais rejoindre l'avis de beaucoup de viewers. J'adore les ambiances de fête d'Aria. Et en plus là, c'est vraiment l'ambiance meurtre au champagne. Tu parlais de substance. C'est quand Agatha Christie rencontre Game of Roll. C'est un pur délice. Et je dis délice, comme toi tu disais recette. On va voir pourquoi. On aime ces épisodes. Et donc tu parlais de l'épisode 2 et moi je vais parler donc du dernier épisode de Game of Reroll, anciennement Game of Roll Mademoiselle, où on est sur le même niveau de masterclass, avec aussi une superbe fête, une enquête, des substances et un petit plus, là, des joueuses qui en plus résolvent l'enquête complètement. Incroyable. Et du coup maintenant, notre invité, Flavien, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, on m'a juste demandé de venir réagir sur cet épisode il y a à peu près 10 minutes. Les coulisses de votre épisode sont révélées au grand jour. C'est ça, désolé. Il s'avère qu'en fait j'ai écouté le dernier épisode de Hola mon brave et j'avais donc écouté l'épisode juste avant de Game of Roll. Et comme beaucoup, quand je commence à réécouter Game of Roll, en tout cas la saison 1, j'ai du mal à pas continuer. Donc c'est une chance, j'ai écouté l'épisode 8 il y a, je pense,
1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est incroyable. C'est C'est ça. trop bien. Ouais. Et alors, j'ai pas pu me rappeler exactement toutes les choses, mais là déjà de vous entendre parler, ça me rappelle 2-3 choses et je me souviens de coups de fouet, je me souviens de pulques maudits, je me souviens d'explosions, ce genre de choses. Je veux pas faire de spoiler, mais c'est vraiment un des meilleurs épisodes. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est bien, tu t'es souvenu de l'essentiel, je crois. C'est ça. La moelle, la substantielle moelle de cet épisode. Ouais. Oui, les sensations qui reviennent, hein, on met bien tous l'accent sur les impressions, le goût, les parfums. On parle beaucoup de parfums dans cet épisode, de nourriture, d'épices. C'est vraiment un épisode qui est prenant dans le sens premier du terme. Qui se mange à la petite Exactement. cuillère. Et toi, mon bon Erkep, qu'en as-tu pensé? Eh ben moi, du coup, on en parle depuis un moment. Et j'ai beaucoup moins analysé que vous parce que moi, je dirais juste que je suis plus intimidé de faire ça maintenant qu'on a un invité, mais bon. J'ai trop hâte. Vas-y. Comme le Donne dirait tout. un célèbre critique dans un non moins célèbre podcast sur l'Inema, Gore saison 1, épisode 8, c'est juste énorme. Un fibre tigre au sommet de son art est toujours aussi excellent. Des PJ au sommet de leur délire est toujours aussi drôle. Bref, Gore saison 1, épisode 8 est un véritable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Tu l'as super bien fait, je suis trop fière de toi. Quel talent, mais quel talent. Je me suis entraîné cet après-midi. Est-ce que vous avez reconnu fan de coach? J'espère que oui. Ah, les gens de goût, oui. Désolé. On est d'accord, c'est 2 heures de perdu, c'est bien ça. Oui, mais voilà, un invité de goût. C'est bien. Toi aussi, tu as 5 étoiles, Flavie. Merci. Et ben du coup, on va passer au résumé. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. L'épisode s'ouvre avec de nombreux problèmes de son. Comme quoi, même quand on a du budget, c'est compliqué. S'ensuit un résumé des quêtes en cours et on arrive sur la découverte de ce qu'il y avait dans la bourse, à savoir 2 énormes saphirs sculptés en forme d'œil. Ils irradient d'une aura maléfique. Niklas les récupère malgré tout, profitant du fait que il est déjà maudit. Et petit point lore, ces saphirs maudits donc étaient liés à la quête des princes vampires de Kniga, hein, d'après un débrief de Fibre. Et malheureusement, on va voir la RNG de Niklas fera que nous ne rencontrons ces créatures surnaturelles que bien plus tard dans l'aventure, mais Fibre recyclera donc la quête des vampires dans la saison 3 en Osmanli. Du coup, il fouille les lieux et on assiste à un enchaînement de jets monstrueux. Alors désolé Anna June, je suis obligé. Nicolas, c'est qui ça? Le célèbre Nicolas Von Tronquel. Ouais, je vais le laisser celui-là. Niklas nous sort un magnifique 92, mais Lydia n'est pas en reste car le sien est un nombre magnifique 100 qui lui fait tomber une poutre sur la tête, la blessant légèrement. Eh bien, je suis contente que tu en parles en fait, parce que c'était trop dur de ne pas réagir tout de suite. Quel début de partie qui est complètement catastrophique. Mais là, il faut bien avouer que ça sert pas mal la narration, parce que Fibre le dit, c'est la malédiction des saphirs qui s'impose sur les dés. Et parfois, le hasard est bien fait. Et puis on adore que l'âme, sur son 92, va trouver une tache qui ressemble un peu à la tête d'Atlan dans les débris. C'est super malin. J'ai beaucoup aimé le fait que les PJ veuillent quand même lire le papier qui était coincé dans la poutre et que ça soit un vulgaire prospectus de dératisation. Ouais, c'était bien malin. Fibre, il est vraiment fort pour ça à chaque fois, je trouve. Genre, tu sens que quand ils lui disent c'était quoi, il est comme, tu sais, c'est pas prévu dans son scénario, mais lui il est genre, c'est un prospectus de dératisation. D'où il sort ça, tu vois? Je trouve ça fou à chaque fois. À ce moment-là, quand même, un 100, ça fait une petite éraflure sur la joue de Ketra. T'as l'impression qu'il l'avait pas prévu, celui-là, quand même. Ouais, mais après, c'est un 100 en perception. Et ouais. C'est là toute la différence. Parce que si tu fais un 100 en attaquant quelqu'un, c'est normal que tu finisses empalé. Mais faire un 100 quand tu observes, à part avoir les yeux crevés ou un truc du style, c'est dur d'avoir des conséquences vraiment graves dans un jet d'observation, en fait. Donc, oui. En vrai, c'est légitime comme conséquence. Du coup, après un petit détour par le port pour se réunir et préparer les plans pour la soirée et faire examiner les saphirs à Clodomir,
Ils décident de se diriger vers le manoir de la Puerta pour continuer leur enquête sur la disparition du parfumeur. On comprend à ce moment que les aventuriers ne pourront pas cumuler la quête du manoir de la Puerta et celle du mariage du prince Léonide Seneta. Et de toute façon, ils n'avaient pas suivi les pré-quêtes, on l'avait déjà dit, de la chapelle très sainte à Vandermeer et de celle de Loretta au moment où ils ont voulu négo les lapins. Donc on voit bien ici la différence entre un jeu vidéo et un JDR. Certaines formes de réalisme sur la temporalité, les PNJ continuent leur vie, et l'obligation, comme dans la vraie vie, de faire des choix. Et j'ai envie de dire, même les séries, encore actuellement, n'osent toujours pas prendre ce parti pris drastique, mais qui est très très rafraîchissant. Sur le chemin, ils rencontrent Olympia qui a travaillé toute la journée sur la disparition du vin du mariage. Bien entendu, elle leur pose beaucoup de questions et a l'air étonnamment suspicieuse. L'équipe a réponse à tout et espère avoir atteint les soupçons de l'inquisitrice. Ouais, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal à ce moment-là. Parce qu'il y a une bourde au début de Daz qui dit tout ça pour une affaire de pinard. Donc ils se crament un petit peu, mais après, franchement, leurs arguments se tiennent et je trouve qu'ils font un bel effort de jeu de rôle à ce moment-là. Ce sont vraiment les maîtres baratineurs sur leurs arbres perchés. Bref, j'aime beaucoup cet interrogatoire. J'adore le RP d'Olympia de Fibre. Ça reste une de mes choses préférées au monde. Et la répartie des PJ, elle est vraiment très bonne à ce moment-là. Ouais, c'est un moment délicieux où tout le monde sait, mais personne ne lâche rien, vraiment à la Death Note. Et par contre, ce qui me fume encore, c'est que les PJ insistent lourdement, surtout Atlan et Niklas, sur le fait qu'ils fassent le tour d'îles imaginaires, alors qu'ils ont juste qu'à noter sur la Côte d'Argent, entre les ports de Naporia et Vandermeer. Et vraiment une pensée émue et de soutien pour tous les MJ qui s'escriment à écrire des longues descriptions et du lore pour rien. Laissez tomber les gars et les filles, franchement ça sert à rien. Le manoir, vous arrivez devant le manoir de la Puerta, qui est entouré de 4 rues et qui forme un mini quartier à lui tout seul. Wow. De magnifiques caryatides sculptées soutiennent un dôme d'azur sur cette villa à un étage. D'ici, vous entendez des rires et des chants et d'autres cris qui n'ont rien de douloureux. Alfredo de la Puerta, c'est l'homme le plus riche d'Alta Bianca. Certainement est-il même plus fortuné que le prince Léonide lui-même. On va pas le dire, on va pas trop insister là-dessus. En tout cas, les gens de sa cour ne doivent pas le faire. Et surtout, Alfredo de la Puerta, c'est un excentrique, hédoniste, bon vivant et plutôt sympathique. Au point qu'il est même le meilleur ami du prince Cosmo de Kniga. Prince qui, au lieu d'aller au mariage Seneta Medico, préférera passer la soirée incognito ici. Avant d'entrer, en tout cas, Olympia s'inquiète que le lieu soit pas vraiment adéquat pour Amaury, qui est un enfant, on le rappelle. Mais évidemment, il refuse de s'en séparer et de le mettre sous sa garde. L'inquisitrice fait même remarquer qu'il ressemble bizarrement à Amaury très terne, dont elle a vu la vie de recherche. Et de nouveau, toute cette interaction est délicieuse. On continue sur le champ lexical de la cuisine, apparemment. Parce qu'ils essayent encore de la baratiner et elle veut absolument que Niklas admette qu'il n'est pas le père d'Amaury. Elle fait vraiment par la porte ou par la fenêtre, elle essaye de lui faire admettre et chaque fois il est là, mais est-ce que vous êtes son père? Et jamais il répondra vraiment à la question, il va essayer de l'entourlouper. C'est un moment de nouveau hyper malin. Il est parfois père et parfois célibataire. C'est ça. Tu as retenu. Ouais. Bio Tinder. Ouais, à mort. C'est une excellente bio Tinder, j'avoue. Et du coup, après avoir pensé à le laisser sur le bateau ou même de l'attacher au lézard, Clodomir décide de l'accrocher à son dos et de le cacher sous sa cape. Et cette décision aura de lourdes conséquences pour l'enfant. Alors avec le recul, c'est complètement fou de se rappeler à quel point ils se sont battus pour Amaury, à quel point Amaury était la chose la plus précieuse en leur possession. Ils se sont vraiment cassé le cul pour pas le perdre, et puis on sait comment les choses se passent après. Et puis cette décision de prendre le gamin avec eux, c'est tellement insensé et drôle à la fois, ça fait partie des coups de génie, parce que sur papier ça n'a aucun sens, et puis ça va donner des scènes mémorables, quoi. Ils entrent enfin dans le manoir, où ils sont accueillis par un homme presque nu, avec une cape accrochée à son téton, qui n'est autre que Alfredo de la Puerta. Après les avoir fait se déshabiller, à l'exception d'un masque et d'un accessoire, il les invite à rentrer. Vous entrez au manoir de la Puerta. L'intérieur est sans surprise luxueux. Des tapis de la soie la plus précieuse sur les murs, des tables d'ivoire et d'or, des fruits et des boissons venant de Kniga et d'Aqaba. Ah.
Dans un coin, des artistes du corps percent ceux qui le veulent d'anneaux ou gravent des tatouages sur la peau. Dans un autre, des nobles se font fouetter avec violence et d'autres parient sur le moment où ils s'évanouiront. Enfin, et surtout de nombreux ébats sexuels, alors interdits aux moins de 12 ans, ont lieu un peu partout avec une animalité morbide où tous les âges et les races se confondent, en particulier sur la table centrale où se trouve une pyramide humaine semblable aux peintures maniéristes silencieuses des murs. C'est le paradis pour Nicolas, qui sympathise tout de suite avec leur hôte. La bande son à ce moment-là, elle est hilarante. Franchement, il y a des On bruits. entend des cris et tout. Ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, c'est très très graphique, franchement. Enfin, graphique, auditif. Je sais pas comment dire, mais Dieu sait où ils ont été la chercher, la bande-annonce. Hein, je veux pas pointer du doigt, mais on sait sur quel genre de site ils ont été la trouver. Et puis même plus tard, il y a vraiment des bruits de coups de fouet et tout, des bruits de gémissements, c'est à mourir de rire. Et j'adore vraiment cette première interaction avec Alfredo et Atlan et sa répartie légendaire qui garde sa dague dans un but purement récréatif, bien sûr. C'est trop fort. Daz qui garde sa cape pour cacher Amaury. Il y a tout le monde qui est mort de rire. Cette séquence, elle m'a fait un bien fou. J'ai beaucoup rigolé et elle annonce un peu la couleur de ce qui va suivre. C'est du bonheur, quoi. Voilà, on retient. Anajun a bien aimé que Amaury soit sous la cape. Hein. On est toujours dans le... Oh non, Erkep. Il y a la DAS qui va venir à ma porte, là. À force. Je séquestre des gens dans ma cave. On sait que tu aimes les enfants. Alors, oui. Chacun va explorer de son côté, en commençant par Atlan et Nicolas qui se rendent au niveau de la tatoueuse. Le noble se fait tatouer à 92 dans une miche de pain sur l'épaule, pendant que l'exubérant Nicolas choisit un énorme câlin gratuit, visible quand il ouvre les bras. Ils en profitent pour poser des questions sur leur enquête. Et ils apprennent que le prince de Kniga serait là ce soir, ainsi qu'une mystérieuse noble Daria, mais rien sur le parfumeur. D'ailleurs, pour la seconde fois, Nicolas passe à côté du prince Cosmo, sans le reconnaître sous son masque. Et après l'avoir loupé pendant la fête de Clément Tréherne, on se dit peut-être pour la troisième fête, peut-être cette fois-ci, la troisième fois sera la bonne. Avant de partir, l'alchimiste ne résiste pas au piercing au téton. Le fameux piercing au téton, qui sera très très utile à Nicolas dans multiples occasions. Non mais c'est cette soirée, attendez, tatou, fouet, orgie, que demande le peuple? Moi j'irais bien à cette soirée, hein, ça a l'air sympa. Non mais plus sérieusement, la séquence de tatouage, elle est vraiment géniale. Moi c'est pour ceux, ici il y a que toi, Maître Likao, qui m'ont vu en vrai. Vous savez à quel point c'est ma passion. Et l'idée elle est pourtant très simple, mais elle est vraiment goldée. Cette histoire de pouvoir se faire un tatouage sur le corps, pour les gens qui en ont pas par exemple, c'est l'occasion ou jamais de le faire en RP, c'est très chouette. Et en plus, la tatoueuse flibustière là, qui s'occupe d'eux, elle est ultra stylée. Et elle est très drôle aussi parce qu'elle propose à Atlan de se faire tatouer la tête de Nicolas sur le torse avec écrit « Ami pour la vie ». Je trouve l'idée trop drôle. Et puis, on en parle du câlin gratuit. C'est tellement bien trouvé. Franchement, des années après, moi, j'en reviens toujours pas. Mais c'est l'âme dans toute sa splendeur. Et note pour plus tard... Donc, quand Nicolas ferme les bras, on ne voit plus que Ingrat et Karma, donc quand tu nous tiens. Ça aussi, qu'est-ce que c'est génial. C'est trop bien pensé. Clodomir, de son côté, s'est dirigé vers les fouets. Le principe du jeu est de se laisser fouetter et de gagner un écu par coup de fouet. Il discute technique de fouettage avec le fouetteur et décide de tenter l'expérience, mais du côté de celui qui fouette. Ça fait beaucoup de fou. Hein, bon. Mais il est tellement peu doué qu'il se prend un retour, ou plutôt Amaury, caché sous sa cape qui hurle et commence à saigner. On peut sincèrement avoir du mal avec toute cette partie de l'épisode. C'est totalement compréhensible. Gore, sans faire du gore comme Goth, moi aussi je fais des allitérations, Erkep, c'est fait pour être suivi par des adultes. Et il se passe des choses de grands, comme dirait Atlan. Cependant, Fibre, s'il ne s'interdit de parler de rien, il met toujours les lignes et les voiles. C'est jamais cringe. Il va plus insister sur le côté aventure, comme tu disais, Anna, sur les tatouages, sur les parfums, sur la nourriture, plutôt que sur les événements un peu glauques. Il va jamais oublier de glisser subtilement
des questions pour nous, auditoristes, sur la morale ou pas de l'histoire, et sans jugement, puisque tout le monde dans son monde peut défendre son point de vue. Et surtout, il y a le karma. Et si nos PJ peuvent faire tout et n'importe quoi, donc un gros paquet de bêtises, elles devront toujours en subir les conséquences. Et ça démarre maintenant. Et oui, puisque Clodomir remarque une femme qui se dirige vers Atlan. Tu remarques une jeune femme que tu as vue quelque part, mais où? Impossible à savoir. Elle a un énorme chapeau et elle a un masque, donc c'est un peu compliqué, mais tu l'as vue quelque part. Et en fait, elle a repéré Atlan. Elle s'approche de lui. Oh. Et toi, quand tu vois ses yeux, tu te souviens d'elle, c'est Maria Almunia. Celle qui était amoureuse d'Alfredo de la Puerta, et donc que tu as séduite pour obtenir une entrée. Oh. Et tu as laissé Et elle, dit, et elle crie « Alfredo, je suis venu jusqu'à Alta Bianca dans votre manoir Oui. pour vous retrouver, voilà ce que vous avez fait de moi !» Atlan retrouve donc Maria et il l'analyse et il comprend tout sur elle. Cette femme est folle de lui. Elle est décidée à se marier avec lui et elle préférait le tuer et se suicider plutôt que de le laisser partir encore une fois. Alors cette séquence, sans déconner, c'est l'une de mes préférées de tout Game of Thrones. Déjà cette idée de génie absolu de faire revenir Maria, c'est incroyable. C'est un des meilleurs moves de toute la campagne. Et puis t'as ce jet de dés, allez, on parlera d'un autre jet de dés mythique, mais pour moi c'est le plus mythique de tous, parce que c'est le 0-1 de l'amour véritable, de la passion amoureuse, du Roméo to the Juliette. C'est vraiment, en plus, c'est Atlan dans toute sa splendeur, avec son « écoutez mamie », ça me tue. Et le mec, il est ultra machiavélique, mais comme c'est Atlan, ça passe, quoi. C'est ça qui est dingue avec De Rive en tant que joueur. Il a aucune race. Il pense qu'à une chose, c'est à se débarrasser de cette meuf qui est éperdument amoureuse de lui. Ah là là, j'adore. Elle décide de le suivre partout, et au niveau du banquet, le noble arrive à faire boire du pulque interdit de Kniga à Maria, dans l'espoir de s'en débarrasser. Le pulque interdit ou maudit de Kniga, c'est une boisson fortement alcoolisée, contenant, tenez-vous bien, un embryon humain, mort-né bien sûr. On attend toujours la potion, appel du pied à tous et à toutes les alchimistes d'Aria. Et cette boisson, si elle est absorbée en termes de jeu, elle entraîne un échec automatique au prochain test du personnage joueur, ou ici, de la personnage non joueuse. Comme tu dis, Anna June, De Rive, il est horrible, quoi. Il sait même pas ce que c'est, il a aucune idée. Il lui donne direct, quoi. Il se dit, tiens, si ça peut être positif pour moi et qu'elle meurt, il y va, quoi. Non, mais à partir de ce moment-là, il va vraiment l'utiliser jusqu'au bout de ce qu'il peut l'utiliser. Donc, dès qu'elle pourra lui être utile, il l'utilisera, et peu importe les conséquences, c'est vraiment affreux. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement drôle. Ah oui. Du coup, Maria se sent immédiatement mal, mais rien de plus pour l'instant. Ils continuent leur enquête auprès du barman qui les dirige du côté des alcôves privatisées. Arrivés à leur hauteur, ils sentent rapidement un parfum qui se dégage d'une femme, une esclave Linassi, Sévis, qui est habillée seulement de ses cheveux et qui vend ses services dans la soirée. Niklas se propose naturellement pour l'interroger et il apprend que celle-ci porte Songe d'Osmanli, un parfum extrêmement rare qui lui a été offert par Giacomo en personne. Elle leur dit aussi l'avoir aperçu au Parc des Anges dans l'après-midi, ce que Clodomir trouve bizarre, vu qu'ils ont trouvé le doigt le matin. De nouveau là, cette séquence, elle me tue. Elle est vraiment incroyable, parce que c'est tout ce qu'il y a autour qui est juste délicieux. Ce gimmick d'ouverture et de fermeture de rideaux pendant que Niklas fait ses petites affaires. Mais on imagine tellement cette scène avec leurs petites têtes qui dépassent à l'intérieur de l'alcôve pour poser des questions. J'adore vraiment la puissance comique de cette scène. C'est un des trucs les plus drôles au monde, franchement. Et puis Fibre qui reste Fibre, donc quand il joue Sévis et qu'il dit « Dis donc, il y a du monde ici !» C'est trop drôle, vraiment. Et le fan art que tu nous as rajouté sur le conducteur, il est goldé aussi. Et bien sûr, l'âme Niklas relève évidemment le clin d'œil fait ici à l'incroyable Bayonetta. Mais Bayonetta, c'est ce personnage de jeu vidéo ? Oui, qui est habillée uniquement de ses cheveux, comme Sévis. Elle est habillée de ses cheveux, Bayonetta ? Moi, je la connais que de Smash Bros, donc je sais pas trop les détails, mais allez, franchement, ça se voit pas forcément. Mais bon, merci pour la ref, merci pour la ref. Pas de souci. Alors qu'ils continuent leur interrogatoire, Amaury finit par s'effondrer, en sang et proche de la mort.
Ketra soigne son hémorragie, mais l'enfant est mal en point. Il l'allonge dans l'alcool, dans l'alcool, je vais pas y arriver. T'as vraiment soif, je crois, Eric. C'est dans le thème. Ouais, c'est vrai. Du coup, il l'allonge dans l'alcôve, mais préfère continuer à interroger la Linassi qui ne leur apprendra rien de plus. Fibre est mort de rire. Vu le nez comme ça, il est en train de mourir. Il dit, c'est trop drôle. Après revisionnage, franchement, on peut imaginer des petits rouages très très rapides cliquetant au-dessus de l'esprit de Fibre pour déclencher la suite des événements qui découlent des mauvais traitements que subissent déjà la pauvre Maria et le pauvre Amaury. Et je vous rejoins, quoi. C'est à mourir de rire. Toi aussi, Flavien, tu aimes la violence sur les enfants? Ouais. Si on veut, ouais. Rejoins-nous dans le chaos. Non, mais j'avoue que tout ce chaos, c'est ce qui fait pourquoi on aime Game of Thrones, en fait. C'est tellement drôle et de Fibre, comment il rebondit à chaque fois. Le fait que, tu sais, tout d'un coup, out of nowhere, genre, Amaury, il tombe par terre, il est en sang. C'est comme, ok, clair. ça sort de nulle part. Et c'est tellement drôle, quoi. Et ça amène toute la séquence qui suit ensuite, qui est incroyable, quoi. C'est out of nowhere, et en même temps, il choisit le moment où ils sont dans une alcôve avec une situation un petit peu olé olé pour faire ça, et il est le roi du double ton comme ça. C'est ouais, très fort. Et puis on le dit à chaque fois, sa capacité à réagir à ce que font les joueurs, c'est vraiment impressionnant. Donc Atlan profite du fait que Maria se sent de moins en moins bien pour tenter de s'en débarrasser dans une alcôve. Cette fois, j'ai bien dit alcôve. Ouais. Et il réussit à la planter en s'enfuyant du manoir avec Clodomir, Ketra et Olympia pour se diriger vers le Parc des Anges, laissant Niklas surveiller Amaury en bonne compagnie. J'aime beaucoup cette séquence interlude, concours, feu d'artifice, enquête, avec la possibilité de retourner dans le manoir d'Alfredo, avec le tampon, comme dit Niklas. Et les créances, ils vont vivre tellement d'aventures en si peu de temps. C'est vraiment minuit dans le jardin du bien et du mal, quoi. C'est à la fois possible grâce à la maîtrise de Fibre, et c'est totalement surréaliste de par l'ambiance et la narration. Et je pense que c'est cette recette, et c'est le cas de le dire, on va voir avec le concours, qui fait que c'est l'un des épisodes préférés de la communauté de Game of Thrones. Et décidément, on avait faim quand on a écrit cet épisode ou quoi? C'est un épisode qui donne faim. Sur le chemin du parc, il passe par l'Agora supérieure. Donc l'Agora supérieure, c'est une immense mosaïque en ton de bleu, représentant le monde entier, avec Altabioca au centre, qui couvre la place. Donc il y a une grande fontaine qui coule le long de la mosaïque et qui vient mouiller les pieds de ceux qui les ont nus pour cette soirée. Et sur cette place, il y a de nombreux palais qui sont ouverts. Enfin, vous voyez les balcons et les gens qui sont en train de fêter au balcon, c'est toutes les ambassades du monde entier. Sur la place, Clodomir se fait voler 10 écus par un mime de rue. Alors, je suis la première à écouter plutôt en podcast, mais rien que pour voir la tête de Fibre Mime en mode choqué face à la menace d'Atlan, il faut au moins avoir vu la VOD une seule fois, je recommande. C'est très 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 drôle. Tellement. Après cette petite mésaventure, ils arrivent au Parc des Anges. Autour d'un geyser permanent, une centaine de maisons à étages ont été gagnées et conquises par la nature, donc recouvertes de lampions. Ce quartier est maintenant devenu un grand jardin et les innombrables statues d'Alcyon recouvertes de lierre rappellent des anges emprisonnés. Et qu'est-ce qui se passe? Un grand stand, il y a un grand concours de cuisine. Pour la soirée, le concours de la cuisine du prince. Et juste à ce moment-là, l'organisateur du concours, qui s'appelle Golgoth vous dit, c'est votre occasion unique de gagner un artefact incroyable, la louche d'or d'Altabianca. Et là, toute notion d'enquête est instantanément oubliée. La louche d'or est devenue une quête personnelle pour Ketra. C'est franchement abusé. Parce que c'est vraiment c'est Ketra, quoi. Donc c'est la lead enquêtrice, super organisée, hyper pressée d'avancer dans l'histoire et tout. Et on lui agite une louche dorée sous le nez. Et la meuf, elle change complètement de personnalité. Elle est carrément en mode, à un moment, elle fait « Oh, ça va, c'est bon, c'est un concours de cuisine, allez, on participe et tout. » C'est très drôle parce que moi, j'aime bien aller à la source des pourquoi telle personne a
tel cliché, quoi, tu vois. Donc Lydia, c'est la looteuse et tout. Et tu te dis parfois, certains clichés sont forcés sur les gens. Mais alors là, Keitra, pas du tout. Elle est ultra fidèle à elle-même. C'est magnifique. Non, mais on l'entend dans l'extrait. Elle fait Oui. une louche d'or. Il me la faut. C'est tellement Keitra. Ouais, voilà, c'est totalement surréaliste ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Et puis dans ma tête, j'imaginais au moment où j'écoutais la première fois, mais tellement, les 4 Pékins, avec le brancard du pauvre Amaury à côté, tous les 4 recouverts de farine dans le kiosque à cuisiner. Et Olympia, c'est nous, à côté. Elle est tellement interloquée par l'incongruité de la scène. Mais en vrai, c'est gravé à jamais dans ma mémoire. Quand tu le dis comme ça, c'est vrai que c'est complètement fou. Il y a un gamin ensanglanté sur un brancard à côté, et eux, ils font des maquis et un petit tiramisu. Ça n'a aucun sens. Oh, c'est du génie. Alors, du coup, vous avez compris que Nicolas les a rejoints avec Amaury aux portes de la mort sur un brancard. Et il s'inscrit avec Atlan et Keitra au concours. Donc, Atlan, il doit cuisiner quelque chose avec du chocolat, des oreilles de chat et du café. Keitra, elle, hérite de bois, de méduses et d'encre de sèche. Et Nicolas doit cuisiner du piment, de la cervelle de baleine et du beurre. Atlan, il nous sort un tiramisu qu'il nous décrit avec moult détails, mais l'exécution laisse à désirer. Keitra propose le kraken en croûte de sel noir, qui est un chef-d'œuvre, tandis que Nicolas transforme sa baleine en maquidique, qu'il manque aussi de finition. Je vous laisse aller découvrir les extraits des descriptions des recettes. Il manque pas d'imagination, mais ça aurait fait beaucoup trop d'extraits. Le célèbre kraken en croûte de sel noir, là, dont on lui parle encore à cette chère Lydia, c'est vraiment son signature move à partir de ce moment-là, la cuisine. Et cette recette, ils vont finir par la réaliser en vrai dans un live Eldercraft. Et franchement, autant je suis la plus grande fan de repas de la mer, j'adore les poulpes et tout, mais ça m'a limite tourné de l'œil là, leur recette, c'était vraiment infernal. Ça avait l'air dégueulasse. Voilà. Horrible. Ouais, immonde. Ils ont été les voyais malades en avec plus la poule après, et je tout. crois. Ah ouais. J'allais juste dire, c'est drôle parce que Lydia, tu vois que elle est tellement... Je sais pas si vous savez, elle a un compte Instagram qui s'appelle Je peux goûter. Ouais. Tu vois qu'elle adore la bouffe, quoi. Et quand elle fait sa recette, elle est juste... elle est trop forte, en fait. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ce qu'elle... Ouais, bah du coup, j'ai pas osé regarder la recette sur le live d'Eldercraft pour vraiment garder dans mon esprit, vraiment pur, la description olfactive que j'en ai par le personnage de Keitra. Franchement, ça fait rêver, je suis d'accord avec vous. Et puis c'est aussi un merveilleux moment de JDR parce que là on voit une joueuse ou un joueur qui peut partir avec tellement de désavantages dans une situation et au final avec beaucoup de créativité et un peu de chance au dé aussi, redresser totalement la barre. Et les viewers avaient voté pour la recette de Keitra et clairement c'est mérité, quoi. Chapeau à elle. Franchement, elle aurait raté son jet de dés, j'aurais vraiment eu le seum pour elle, parce que c'est là où les dés ont leurs limites quand même. Ouais, clair. Même si moi, contrairement à toi, Maître Le Chaos, je suis une aficionados du lancer de dés, j'adore ça. Mais là, si elle avait fait un 92, ça aurait été horrible. Ça aurait mis le seum à tout le monde, je pense. Totalement d'accord avec toi. En tout cas, pendant la délibération, ils partent aider Clodomir qui recherche le labo, mais qui galère sûrement à cause des saphirs maudits. Atlan finit par repérer une plante, réplique exacte du croquis trouvé dans le labo du parfumeur. Dans le Codex Botanica, ils en apprennent un peu plus. Dans les ingrédients. Oui, Wingardium foraminis. Voilà. Et le Codex Botanica, que Olympia regarde avec attention d'ailleurs, Ils sont vraiment bizarres. t'apprend que c'est une plante rarissime, aux racines puissantes qui ne produisent qu'une seule fleur que tu as devant toi, donc très rare, en forme de cloche. Et c'est une attraction particulière chez les nobles, parce que c'est une plante qui réagit aux odeurs et qui peut vibrer, changer de couleur, onduler, suivant les odeurs qu'elle sent. Cette enquête, elle est vraiment très cool. Moi, je trouve la fleur qui réagit aux odeurs, c'est une vraie belle idée. Fibre a souvent dit en stream qu'il aimait énormément la botanique, créer de nouvelles plantes, hein, notamment dans tout son univers de science-fiction, La Grande Route, Outzer, qui s'y colle beaucoup forcément. Et dans le JDR papier d'Aria, on apprend que cette plante s'appelle aussi cloche olfactive. Et foraminis en latin, ça signifie donc trou.
Et Wingardium, hein, on l'a bien reconnu, ça vient évidemment du célèbre sort de lévitation du monde des sorciers. Donc c'est un mot valise imaginaire hein, formé de wings, L, et d'ardus, O. Ce qui donne finalement en français soulever pour révéler le passage. C'est vraiment un chouette moment. Et j'invite tous les botanistes de l'imaginaire à rajouter à Wingardium Foraminis, Fibris, le nom de son inventeur, tel qu'on appelle réellement les découvreurs de nouvelles espèces. Au prix de nombreux allers-retours, il décide de lui faire sentir toutes sortes de choses, du parfum de Sévis au fiole du labo de Giacomo. C'est fou comme cette scène tient en 2 phrases, mais elle est interminable et c'est trop drôle le running gag. Elle a été dure à résumer. Ouais. Ah oui, tu pouvais pas dire. Et là ils vont et puis ils reviennent, Quoique il y a une phrase de Lame à un moment qui dit je lui fais sentir mon téton parfumé. Qui est trop presque la musique de Bénil derrière, tu sais. Oui, exactement. Ce running gag là du brancard avec Amaury qui est trimballé de droite à gauche, ça marche super bien sur moi. Bon, évidemment, je rigole beaucoup, mais là, typiquement, c'est tout à fait ma cam. Je suis hilar à chaque fois que Nicolas le mentionne. Et Lame, en plus, il en fait des caisses. C'est comme quand il avait Amaury collé à sa main. Il pense bien à chaque fois le mentionner. C'est trop ma cam d'humour, j'adore. Et on dirait en plus qu'il fait même pas exprès, parce qu'à un moment, je crois qu'ils lui disent « Mais au pire, Amaury, il peut rester, tu vois. » Il est pas obligé de le ramener à chaque fois vers le manoir. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'avoue aussi, hein, sans la moindre honte, que pour moi, ça marche totalement. Cet humour. Et franchement, à partir du moment où on part du principe qu'on est sur une ambiance très bande dessinée comique, ça passe crème. Et puis nous, on sait qu'Amaury a de la ressource. Hein. Et puis Olympia, elle est là en backup pour éviter le pire. Donc tout va bien. Alors ça dure un moment avant qu'il trouve la bonne odeur et la bonne idée. Et entre-temps, en vrac, Kétra gagne la louche d'or, les feux d'artifice sont tirés pour le mariage, et Maria arrive. Elle suit Nicolas et elle est bien décidée à se marier. Atlan récupère le flacon de rélinium. Alors, rélinium ou rénilium, je sais plus, ils se sont mélangés, du coup, moi aussi. Et il attire Maria sur un banc pour lui offrir comme parfum en gage de leur union. Et c'est le drame. D'accord. Tu peux me faire un petit jet qui sera très gentil de mentir convaincre. Tout à fait. Il faut juste le réussir et c'est quelque chose dans lequel tu es bon. 52. C'est bon. Elle prend la fiole de rhénium, elle dit « Mon amour, je porterai ce parfum pour vous, ne vous inquiétez pas. Tout de suite. » D'accord. Tout de suite, voulez-vous marier tout de suite? Oui. Elle le débouche. Je m'éloigne un petit peu quand même. Hein. Elle le sent. Ouais. Tu la sens accablée, alors tu t'éloignes dans la semi-pénombre. Tu la vois prendre une dague qu'elle avait cachée et elle se suicide. C'est horrible. Tu l'as déjà fait boire le fulki et la boisson maudite. Ensuite, tu lui as mis du rélinium dans la tronche. Oui. Son seul tort, c'est qu'on voulait rentrer dans la soirée. Alors, je vais pas te cacher que ça m'arrange un peu. Oui, tout va bien. Il y a beaucoup de fougères, de buissons. Dans le parc. Elle est assise sur un banc inanimé. Ouais, mais autour, il y a quoi autour du banc? Tu te marier avec elle pour hériter toute sa fortune avant. Putain, c'est vrai ça. Ouais, mais 6 jours sur le fleuve des morts. Non, je te dis, j'ai sondé son esprit. Vaut mieux pas. Il y a des fourrés, des choses comme ça dans le parc. Oui, tu peux essayer de la... Oui, je vais essayer. J'essaye de... Alors, t'as un jet de discrétion. Et mais c'est horrible ce que t'as fait. Oui, mais bon. Tu as un bonus de 20. T'as combien en discrétion? 40. Faut que tu fasses moins de 60 pour la cacher. Vous êtes tous des sociopathes en fait. 86. 86. Alors, il se passe 2 choses tout à fait surprenantes. Oui. D'abord, tu transportes la femme suicidée comme un sac de pommes de terre et tu fais pouf comme ça sous les yeux d'Olympia. Et en plus, il se trouve qu'à ce moment-là, la prune que tu as mangée l'autre jour se déclenche comme ça. C'est vrai qu'on a mangé des prunes sur. Tu as un orgasme, c'est-à-dire que tu as une érection énorme et t'en mets partout dans ton pantalon. Pourquoi? Et en plus, t'as du mal à te concentrer et tu tombes, tu vois. Et Olympia te regarde comme ça, tu vois. Voilà. Alors c'était long, mais je vous ai laissé tout l'extrait parce que je pouvais pas faire autrement. Merci, parce que vraiment, c'est tellement bon. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est dur parce que dans cet épisode, j'arrête pas de dire c'est le meilleur moment, c'est incroyable et tout, mais je sais pas ce que ça dit sur moi. Et je crois vraiment que c'est mon moment préféré de toute la campagne. Ça m'étonne pas du tout. C'est aussi horrible que
de Fibre, elle sera à mourir, son petit gémissement d'extase. Oh là là, j'en peux plus. Ouh, attends. Le ton de sa voix quand il te décrit les trucs, c'est en rajoute. Oh là là. Tu as une érection énorme. Ah, c'est une BD, hein. C'est une BD. Quoi, c'est sans sas, vraiment, ce moment, c'est comment ils ont réussi à créer un moment pareil de jeu de rôle. Je me répète, c'est horrible, mais c'est à mourir, quoi. Comme on entend souvent, on a l'impression que c'est scripté, quoi. Parce que tout est parfait, quoi. Le 86 qui sort de nulle part, Fibre qui se rappelle que le 6 c'est ça, c'est incroyable. Ah mais t'as raison de le dire, c'est vrai qu'il y a des viewers qui découvrent le programme et qui pensent que c'est scripté comme ça peut l'être par exemple dans Les Mystères de Saint-Jacques où l'équipe est plus dans le RP mais l'histoire ne changera pas énormément. Mais là, il n'y a rien qui n'a été écrit à l'avance, quoi. Et c'est tellement bien géré par Fibre, c'est tellement drôle tout en étant dramatique. Les dés, en plus, ils sont parfaits à ce moment-là. Le karma est parfait. Et puis, tu le dis, Anna June, mais tu as raison. Atlante dérive, mais il montre à quel point il est beau et bon joueur. Il réagit, mais il est parfait. Incroyable. C'est génie. Ce lançage de Maria dans les fougères, là. C'est... Aïe, aïe, aïe. Incroyable. En tout cas, Olympia fait arrêter Atlan, qui est transporté dans un poste de garde. Elle profite de la confusion pour aussi enlever Amaury, toujours sur son brancard, qu'elle envoie à la suite du noble. Et après cette scène lunaire, les autres continuent de faire sentir les parfums à la fleur, qui finit par révéler un passage souterrain. Avant de s'y engager, Olympia met les choses au clair. Leur sort l'intéresse très peu par rapport à celui de Yakomo, même si elle soupçonne fortement Ketra d'avoir tué les gardes du vin. Alors, je rejoins Céladon, qui n'est pas là ce soir, mais qui déteste Olympia. Je la rejoins pour une fois parce qu'on voit un tout autre visage d'Olympia dans cette scène. Elle est ultra relou, elle est hyper froide, elle est calculatrice, elle est très peu loyale donc envers ce groupe qui vient de l'aider, et elle est très de droite, quoi. je dis les mots, je sors les grands termes, mais voilà, j'aimerais toujours quand même ses traits d'esprit, hein, quand elle lâche « vous êtes plutôt utile quand vous n'êtes pas en train de tuer des gens », bon ça je valide, mais quand elle dit assez froidement que tout ce qui l'intéresse c'est les nobles et les autres ils peuvent crever, c'est assez trash. Ouais, elle est clairement loyale neutre, en suivant un peu trop à la lettre des consignes princières. Je te rejoins totalement. Et en même temps, elle reste focus sur une enquête qui, elle le sent, cache aussi des choses potentiellement graves pour l'entièreté du monde d'Aria. Ça, nous, on le sait. Et elle prend aussi un peu soin du bien-être d'Amaury. Alors, bon, son but, il est certainement de le rendre à la famille Tréherne, avec ou sans récompense, on ne sait pas trop. Et là-dessus, je vous rejoins. Elle n'a pas de problème d'argent et elle n'a pas de souci de position que les créances ont. Après, on verra dans les futures interactions avec l'équipe que tout ce joli et gentil petit monde, voilà, ça va évoluer avec des hauts et beaucoup de bas. Et franchement, c'est très très cool à suivre parce qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans cette histoire. Il n'y a que des personnalités super attachantes et super intéressantes. Olympia, elle va beaucoup changer. Et d'ailleurs, cette phrase-là, j'ai l'impression que Fibre s'est dit « faut pas que j'oublie le personnage que j'ai créé et pas ce que j'en ai fait. Donc j'ai créé une inquisitrice droite et froide, il faut qu'elle soit droite et froide. » Mais j'ai l'impression qu'il l'a amenée ailleurs, avec son RP et avec sa relation avec les joueurs. Et le fait de la faire retomber dans ces travers-là, c'est un moment un petit peu déroutant, je trouve. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Mais elle vient d'assister à un meurtre, quand même. Ouais, c'est clair. Ah ouais, mais tu vois, il aurait joué sur cette carte-là du « vous êtes des dingos, en fait, je veux rien avoir à faire avec vous ». Je dis pas. Mais là, justement, elle change un peu, elle est en mode qu'il y ait des gens non nobles qui meurent ou pas, je m'en bats un peu la race. Tout ce qui compte, c'est de sauver Yakomo. Ça, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu pas elle comme ça. Ouais, surtout que Maria est noble, donc en théorie. Ouais, mais elle parle des deux gardes du vin. Oui, là. c'est ça. De Keitra, oui. Les gardes sont pas nobles, je pense. Donc, ouais. Non, effectivement. Elle est vraiment sur la justice, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre là d'un coup que elle s'en fiche, quoi. C'est ça.
Alors, la partie qui suit est normalement entrecoupée entre la situation d'Atlan et celle dans les souterrains. Donc, Kétra, Clodomir, Niklas et Olympia s'engagent dans les sous-sols de la ville et finissent par trouver une faille d'où provient une lumière vacillante. Clodomir s'engage discrètement, mais la malédiction des saphirs frappe encore et il s'étale en criant. Il aperçoit quand même ce qu'il y a au fond de la faille. Donc il fait pas du tout il fait du bruit au contraire, mais il peut tourner la tête. Et il voit une petite chapelle de pierre où toute la nef a été gravée d'une étrange fresque. Des chandelles tremblantes éclairent l'endroit. Et vous voyez un homme, qui est peut-être Giacomo, mais en tout cas ressemble à un noble, qui est en train de détruire furieusement la fresque. Mais évidemment, il te voit, il se retourne et tire son épée. Alors je trouve ça vraiment très cool qu'on passe aux choses sérieuses, bim comme ça, en une seule description. Parce qu'on a eu le fouet et les orgasmes juste avant, mais les choses switchent. Et on sent directement qu'on est sur du serious business, comme tu dis toujours à Maître Likao. Que le moment One Lore Please, petite dédicace, est dans la place. Et c'est aussi ça qui fait tout l'équilibre de l'épisode et de Game of Thrones de manière générale. Alors après, c'est Game of Thrones, donc ce sera jamais ultra épique, comme on peut le voir dans d'autres actual plays. Mais il arrive à installer des ambiances quand même fibres et à faire sentir que maintenant il faut un petit peu se concentrer sur ce qui va être raconté. Ouais, merci de souligner ça, Anna June. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis bien sûr, un spoiler, le point lore d'aujourd'hui sera sur l'affaire Malatesta. Olympia reconnaît Giacomo, mais celui-ci ne se détend pas. Il a toujours tous ses doigts, ainsi que sa bague. Il lui explique la raison de leur présence, et l'homme s'apaise et essaie de couper court à la discussion. Clodomir regarde la fresque. Elle représente le combat entre un dieu barbu, dont le visage a été fraîchement barré d'un X, contre un autre dieu ou un homme encapuchonné. Tout cela paraît bizarre aux aventuriers. Kétra pense que ce n'est pas vraiment Giacomo, ou que celui-ci est le méchant de l'histoire. Les questions pertinentes des PJ finissent par démasquer l'imposteur. En plus, le mage ressent une énorme puissance magique qui s'en dégage. Dommage qu'Atlan ne soit pas sur place. La situation dégénère. Kétra utilise sa reine de cœur qui n'a aucun effet à la grande surprise de Clodomir. Surtout pour un sort aussi puissant. Un combat s'engage, mais l'homme est très fort. La magie a des effets limités, et rapidement, il disparaît sous forme de vapeur. Alors t'as relevé la même chose que moi, je l'avais noté dans les petites notes manuscrites. C'est quand même dingue que dû à un concours de circonstances, Atlan soit pas là. Parce que les enjeux de la scène, ils auraient été tellement différents sinon, ils auraient appris beaucoup de choses à ce moment-là. Cette séquence, elle est vraiment très très cool par ailleurs. Y a quand même, on sent qu'il se passe quelque chose d'important. Mais imaginez si Atlan avait été là, tout ce qui aurait pu leur passer par la tête. Là, c'est clair. Ouais, carrément. Et ouais, le karma est cruel, mais le karma est juste. Ouais. Non, c'est vraiment logique que Atlan soit pas là, il l'a bien mérité. Et c'est une belle punition en fait de pas avancer sur son lore personnel à cause de ça. Mais c'est quand même un moment ultra charnière de la campagne, cette première rencontre avec, on va le dire, le Tulpa. Tulpa. Générique Tulpa. Ouais, c'était un moment gênant, désolé, j'ai été hyper cringe. Non, mais ce générique. Ok, bon voilà. Mais c'est clair qu'ils auraient tellement avancé en fait, parce que si là il était là, il voit qu'il brille, ils comprennent la force qu'il a, enfin magique on va dire. Ouais. Et plus tard alors je suis désolé, je spoil, mais plus tard sur Esperanza, quand il voit l'autre Tulpa, il saurait là qui c'est, comment, enfin le danger qu'il représente, etc. Ça changerait tellement de choses en fait, et c'est fou quoi. C'est encore le 86 qui a tout cassé quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est dingue ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Là, il y a juste un mec qui brille là sur Esperanza, il est là, what the fuck. Ouais, il vient lui parler, il lui montre sa dague. Ouais, mais oui, il lui montre sa dague, mais ouais, aïe. C'est le pire truc. Le pire truc. Franchement, rassurons-nous. Même si Atlan avait été là, ça n'aurait absolument rien changé. You make a good point. Ouais. Bah, vous repenserez à moi quand il montrera sa dague. À mort. Évidemment. En tout cas, le calme revenu, il fouille la chapelle. Au milieu de la salle, il y a un sarcophage de pierre avec l'inscription Celle-là, et par terre, une statue du dieu exilé qui bizarrement a encore sa tête. Ouais, je reprends un petit peu ce qu'on disait juste à l'instant. Cette statuette, finaise, elle serait bien utile pour reconnaître le roi des dieux si par le plus grand des hasards,
les aventuriers le rencontraient bien plus tard. Et spoiler, ben, pas du tout. Non, mais c'est insensé, hein, parce que moi, je fais toujours, pour ma chronique, je recense tous les loots qu'ils ont eus. Et là, j'ai noté statuette avec la tête du dieu exilé. Et j'étais là, mais ils vont jamais l'utiliser. Je me souvenais vraiment plus qu'ils l'avaient looté, celle-là. Ah bah si nous, alors, on s'en souvient pas, c'était sûr que eux, c'était pas la peine. Ouais. C'est mort, c'est clair. En tout cas, Nicolas, qui était parti plus loin pour libérer ses compagnons des saphirs maudits, tombe sur Bonne Fortune, sur un petit pont de planche. Il se méfie, mais c'est le bon Bonne Fortune qui lui rappelle leurs promesses. Tout le monde remonte. J'ai tellement kiffé ce passage. Première fois que j'ai écouté. Ça m'a tellement fait penser au passage de la galerie impossible, hein, du mystère de la chambre jaune. No spoil. Et à tel point, franchement, je me suis demandé à ce moment-là si c'était le faux Malatesta et Bonne Fortune qui ne faisait qu'un seul. Et Bonne Fortune, il est tellement classe, toujours à ce moment-là. Et Fibre, il manœuvre tellement bien ses PJ. Et puis Nicolas, c'est vraiment du grand art. Franchement, petite dédicace à Céladon. Oui. C'est ce que j'allais dire, Céladon, on pense à toi. Il est beau gosse, Pendant ce temps, au poste, Atlan négocie sa libération. Il tente d'abord de soulever les gardes contre leur patronne, mais échoue lamentablement. Par contre, il négocie des informations sur Amaury, et sur ceux qu'il recherche contre 50% de la récompense. Mais le garde le trahit immédiatement, et il part avec l'enfant, et laisse Atlan avec les 2 autres gardes. Il en convainc un de poursuivre le premier pour avoir sa part du gâteau, et dans la foulée, celui qui reste de le libérer pour qu'ils poursuivent eux aussi les 2 autres. C'est impressionnant de voir que c'est le moment où Fibre arrive encore à harponner ses joueurs, après la poule noire de Shazam, pour vraiment les emmener là où il veut. C'est vraiment une leçon pour les MJ. C'est pas la peine de demander aux aventuriers de sauver le monde, hein, ça sert à rien. Franchement, donnez-leur une quête lucrative qui, sur un malentendu, peut amener à la même chose. Et peut-être, je dis bien, peut-être l'apocalypse sera évité. Et oui, le célèbre « on vous a volé vos affaires ». Voilà. Ouais. C'est le one-shot du jour. Si je me trompe pas, Atlan, là, on est d'accord qu'il révèle tout, quoi. C'est ça. Ah hein. ouais. Ouais. Il est genre, allez, j'y vais, je dis tout, y a pas de problème, je fais confiance. Je crois en l'humain. Mais en fait, moi, je sais qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, Atlan, mauvais move, enfin, De Rive a mal joué. Mais clairement, De Rive, il sait ce qu'il fait. Hein. Il veut juste qu'on le libère, quoi. Il veut pas rester en prison et il est prêt à vendre Amaury pour ça. Et tant pis pour les autres. Je pense qu'il calculait tout à fait son coup et que voilà, il a tout vidé son sac, mais pour pouvoir être sûr d'être libéré. C'est un peu comme Nicolas avec ses saphirs. Enfin, moi, je me rappelle les premières fois que j'ai écouté ces épisodes. En fait, j'ai envie de lui hurler dessus. Genre, mais tes saphirs, jette-les. D'ailleurs, les autres le font. Mais l'âme, il a une manière de jouer qui est très drôle parce qu'il est pas. En fait, il sait que c'est un actual play, quoi. Il veut créer du chaos, il veut créer des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Et si tout était lisse, bah, ce serait même pas très intéressant à écouter, je pense. Ouais. T'as trop raison. Le nombre de fois où j'étais là, mais jette ces putains de saphirs, bordel! Et lui, en fait, il est à fond dans son personnage, peu importe si ça met des bâtons dans les roues de la quête, et c'est vrai que c'est tout à son honneur parce que ça donne du grand spectacle. Et puis au pire, ils sont super créatifs, quoi. On va le voir bien plus tard avec Ingramus et le kebab. Ils ont des idées de génie avec des trucs improbables et super dangereux. Donc, why not? Vous remontez à la surface, donc feu d'artifice. Toi, tu en approches vers le port. Et là, tu vois une vision à la fois affreuse, terrifiante et encore plus perturbante que tout le reste de cette soirée qui a été quand même très compliquée. Effrayé totalement par les feux d'artifice, Sang-Froid Fillon a débarqué sur le port et est en train de manger des habitants qui fuient en hurlant. Et il hurle de partout. De façon plus en plus impressionnante, de temps en temps, il s'énerve et il y a des petites boules qui apparaissent sur son corps qui s'envolent comme des petits êtres vivants et qui vont exploser sur d'autres personnes. C'est un carnage, il y a du sang partout. Et la personne qui t'accompagne, qui s'appelle Calédor, il commence à aller mal, tu vois, et il commence à basculer d'avant en arrière. Tu vois. Il y a des cris affreux de... Est-ce que tu fais quelque chose? Sachant qu'il y a l'affreux lézard sans froid-fillon entre toi et le bateau.
Alors, est-ce que tu fais quelque chose? Mais il n'a pas le temps d'agir, puisqu'on repasse sur les autres. Nicolas enterre ses saphirs, enfin, alors qu'Olympia finit par les accuser au grand jour et compte sur eux pour se rendre immédiatement. Ils finissent par négocier de d'abord passer la nuit sur leur bateau. Voilà, vous voyez, au final, Olympia, elle est cool. Elle est ouverte à la négociation. Bon, dans sa tête, elle croit encore avoir Atlan et Amaury dans sa manche. Mais on peut commencer à soupçonner un petit début d'attachement avec ces chaotiques attachants. Expression plus utilisée depuis les années 90. Oh ouais, elle fait mal celle-là, ML. Il manque plus que le petit t-shirt attachant. Non mais en vrai là, Olympia, elle est elle-même. Donc c'est-à-dire que elle veut pas laisser passer ça. Il y a un meurtre, elle a été embauchée pour le régler. Donc en plus, comme tu dis, elle pense avoir Atlan comme moyen de pression. Et ça, c'est plus la Olympia qu'on connaît. Moi, je la trouve bien quand elle est comme ça. En tout cas, au port, Nicolas rejoint discrètement le bateau pendant que les autres arrivent et découvrent l'horrible scène. Après avoir réfléchi à plusieurs solutions, dont celle de pousser Olympia dans la gueule du lézard, Clodomir utilise sa magie pour le renvoyer à l'eau. Il profite de la confusion pour lever les voiles et s'enfuir. Mais l'inquisitrice toujours avec eux d'ailleurs. Alors, si je dois chipoter... Parce que oui, je n'aime pas tout d'une manière absolument aveugle dans Game of Thrones, même si on est proche. Eh bien, je dirais que cette scène, elle est un peu molle par rapport aux enjeux qu'elle comporte. On peine en fait à rentrer dans l'horreur de ce qui se déroule devant nos yeux, car c'est censé quand même être un carnage avec des dizaines de morts. Et ça papote tranquillou sur ce qu'on va faire ensuite. Il y a une petite baisse de régime du côté de Fibre aussi. Je le vois un peu fatigué. Ben, il a le droit, parce qu'après... Tous les événements, ça fatigue. Mais bon, j'aime bien quand même la petite réplique de Nicolas qui dit « C'est moi ou t'es encore occupé de brûler un porc d'une manière différente, Clodomir ?» Voilà, c'est quand même bien vu. Ouais, c'est super dur de tenir un rythme aussi soutenu que celui de cet épisode qui est incroyable, hein, ça on l'a déjà dit. Et puis la table, elle n'a pas encore l'habitude de prendre le relais de Fibre quand il a besoin de décompresser entre deux scènes importantes. Et ils vont le faire de plus en plus ensuite. Hein. Tu parlais de l'épisode 2 de la saison 7, hein, ils le font tout le temps. Et puis tu as raison de le souligner, Anna June, c'est l'âme qui, dès le départ, il a pris le pli en tant que très bon journaliste, de remplir les blancs. Et c'est lui qui va relancer les moments de flottement. Et puis comme tu le dis, il a toujours le beau mot, la bonne remarque pertinente. Il essaye de faire avancer les choses. Et c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment ça, parce que la remarque de Nicolas, son petit mot d'esprit, elle arrive vraiment à un moment où c'est censé être, comme je disais, un moment hyper dur. Et il n'y a personne qui fait rien. Et lui, il fait ce petit mot d'esprit qui rappelle aussi un moment qui a beaucoup marqué dans la campagne. Donc on sent le mec qui a de la bouteille, l'âme, c'est vraiment un outil sur une table d'actual play. En tout cas, il s'arrête dans la baie pour attendre Bonne Fortune, qui finit par arriver dans une barque, mais il n'est pas seul. Il a avec lui une jeune fille, ligotée et en pleurs. Olympia reconnaît la sœur de la nouvelle reine d'Alta Bianca. Donc si vous avez bien suivi, c'est la deuxième sœur de Yokanda. Après Loretta, la cadette, nous rencontrons Cecilia, la benjamine, l'amoureuse et conduite, celle qui se désespérait du mariage, non pas parce qu'il lui était imposé, mais parce qu'elle n'était pas, elle, la mariée. Olympia, de son côté, elle finit par se jeter à l'eau pour échapper au kidnappeur qui proposait de la tuer. Donc voilà, big up à Céladon qui espère toujours que quelqu'un va finir par tuer Olympia. Et là, il y a eu 2 occasions parce que avec la magie de Clodomir, il a failli ordonner à Sang-Froid Fillon de la bouffer. Et puis ici, Bonne Fortune s'est proposé pour la tuer. Et les deux fois, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sentaient que leur avenir commun n'était pas terminé, ils ont décidé de la sauver. Bonne Fortune ne laisse pas le temps à l'équipe de réfléchir et le bateau prend la direction d'Aria. Le lendemain, au loin, ils aperçoivent un frêle esquif qui se dirige lui aussi vers Aria. Sûrement le garde qui transporte Amaury. Bonne Fortune explique qu'il a enlevé Cecilia pour qu'elle soit tenue en otage par Aria, pour calmer les ardeurs d'Alta Bianca. Game of Thrones style. Il leur promet une grande récompense, même si l'équipe hésite à retourner à la capitale, vu comment ils en sont partis. Et à propos de ce départ d'Alta Bianca, je vais encore faire un peu de boudin, mais je le trouve hyper bordélique, quoi. Je trouve que c'est confus, on a du mal à comprendre les enjeux. Il y a des gens qui aiment beaucoup cette séquence parce qu'elle est un peu catastrophe, en mode fuir, tu sais, avec l'explosion dans le dos et ils se retournent pas, quoi. Mais ce côté ville à feu et à sang.
mais il laisse pas mal de choses en suspens. C'est souvent le cas quand tu quittes une ville. Mais là, ce que j'ai pas trop aimé, c'est déjà son frère Fillon, son destin est inconnu, c'est un peu frustrant. Et puis ils se font grave bolosser par Bonne Fortune, mais sans broncher une seule seconde. Il leur dit allez hop 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 on dégage, et c'est même pas qu'ils argumentent, je crois qu'ils sont épuisés eux aussi, ils sont en mode ok Bonne Fortune, oui maître, oui. Et ça manque un peu de charisme, la compagnie là elle manque un peu de charisme sur le coup. C'est difficile de dire non à Bonne Maman ou Bonne Aventure. En plus, il se rappelle, je crois, je sais plus si c'est à ce moment-là, ils disent mais c'est quand même l'assassin. J'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu peur de lui, tu vois. Ouais. Chouïa. Ouais. Et puis après, notre cher Céladon ne me contredira pas, je pense. Effectivement, Bonne Fortune, Maman, l'assassin, c'est le boss. Hein. Et puis eux, c'est encore des petits noobs, même si parfois ils se prennent pour des petits caïds. Après, franchement, je comprends ton point de vue, Anna June. Et puis la frustration des joueurs, des viewers de ne pas cleaner la zone en mode jeu vidéo. Voilà. Et en fait, si dans l'absolu, on pourrait le faire, pourquoi pas dans un JDR classique. Fibre l'a bien dit, dans un actual play, il faut que ça aille vite pour que le public y reste accroché. Par contre, aussi, petit bémol de mon côté, il y a eu des épisodes encore beaucoup plus speed que ça, et ça a même lassé la patience de certains piliers du show qui ont complètement lâché l'aventure à cause de ça. Donc, slow down, ni trop ni trop peu, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est difficile, surtout quand maintenant ils sont tenus à un certain nombre d'épisodes. À l'époque, ils naviguaient un petit peu à vue, ils savaient pas trop, ils avaient plus l'occasion de prendre leur temps. Mais là je pense qu'on est vraiment sur un cas de c'est juste moins bien joué de la part des joueurs, je crois. Ils sont pas préparés, enfin quelle question évidemment qu'ils sont pas préparés, mais ils sont pas actifs dans leur manière de jouer, j'ai l'impression. C'est la petite sensation. Mais c'est marrant parce que moi j'avais pas du tout perçu ça comme ça en fait. L'aspect de clean derrière toi, etc. En fait je trouve que c'est limite ultra naturel en fait. Ils partent je pense, on a l'impression qu'ils voient qu'ils ont fait de la merde totale et ils se barrent, quoi. Ils se cassent, tu vois. Ils veulent pas savoir ce qui se passe derrière. Ils se barrent, quoi. Il s'est passé tellement de choses, genre, tu vois, c'est comme Maria qui se plante. Je pense qu'il y a quand même, Atlan, il a un petit recul à ce moment-là. Il se rend compte que, oh shit, j'ai fait un truc qui est quand même, et on le sait, après, il le regrette. Là, c'est pareil, ils sont en train de tout détruire, toute la ville avec son frère Fillon. Moi, j'ai l'impression que vu juste, c'est catastrophique, ils s'en vont, tu vois. Ils veulent pas voir la suite. Ah, mais carrément, c'est... Ouais, c'est ça, et je pense que tu mets le doigt sur ce qui a plu à la majorité des gens dont tu fais partie, donc apparemment, c'est ce côté... on a mis la ville à feu et à sang, on se casse, on s'en lave les mains, et c'est vrai que c'est un côté grand spectacle, film catastrophe... Too Fast and Too Furious là, mais voilà, moi ça m'a un peu moins plu, mais c'est vraiment. Mais surtout que je crois qu'ils reviennent plus tard, il me semble, et ça moment, amène justement à ça, tu vois, tout ce qui va se passer derrière, c'est faut qu'ils payent quoi entre guillemets, et puis, enfin bon, pas de spoiler encore. Bah, ce soir pas tu de spoiler, peux. Mais la ville à feu et à sang, vivement Akaba. oui, tu vois, ça j'ai préféré parce qu'il y avait un petit côté, on a un peu géré tout ce qu'on avait à gérer. Maintenant, c'est bon, on explose tout et ils on ont se casse. assumé. Akaba, c'est assumé, tandis que là, ils sont encore en train de subir. Quoi. Ouais, parce que vraiment, j'en ai pas encore parlé, je crois, mais moi j'ai toujours un avis en demi-teinte sur Sang-Froid Fillon. J'arrive pas à me positionner par rapport à cette créature qui est incroyablement mystérieuse et plutôt qui aurait pu être un arc passionnant de l'histoire. Et là, mais on sait. Oui, on sait, mais ouais, je sais. C'est fini. La carte, c'est de la magie divine. C'est le pet du dieu exilé qui doit poursuivre Niklas, qui est marqué, et donc le sbire de l'ennemi. Sachant que Niklas, comme tu le disais, joue très bien avec son attachement au chaos, son attachement au saphir. Et là, l'ardoise du chaos, elle est totale. Entre Ketra qui tue pour rien, Atlan qui fait suicider sa promise, Niklas qui fait aussi, qui s'attache au saphir, Clodomir qui est pas très très clean. Là, le Sang-Froid Fillon, il est l'agent
du dieu exilé, l'agent d'un autre chaos, il faut payer l'addition, quoi. C'est une mécanique ultra cool quand tu le sais a posteriori. Mais moi, je me rappelle, à ma première écoute, j'étais là, mais c'est un peu trop un Deus Ex Machina, je comprends pas quels sont ses enjeux, pourquoi il est là. J'ai toujours eu un méga gros... Enfin, maintenant, évidemment, avec les bouquins, quand tu lis, tu dis... Tu as un énorme... en toi qui apparaît, mais je me rappelle que pendant toute la première saison, je comprenais pas trop le but de cette créature merveilleuse. Ouais, il manquait peut-être un peu d'iconographie du dieu exilé sur Sang-Froid Fillon, quelque chose que le MJ aurait donné au public et que bien sûr les joueuses n'auraient absolument pas vu. Et ça aurait été très très drôle, effectivement. Pendant la traversée, Clodomir lit le Codex Occultatum. Il y a un dieu qui s'appelle le dieu ennemi. Et il a 2 serviteurs spéciaux, qui s'appellent les serviteurs spéciaux. Des humains ordinaires, mais à la puissance surhumaine qu'il a personnellement sauvé de la mort. Il existe un ordre des protecteurs, je ne sais pas ce que c'est. Et cet ordre des protecteurs les traque, mais il ne les a jamais identifiés. Voilà ce que tu apprends le premier jour. Alors, il existe une chapelle secrète. Oh putain. Sur l'île d'Imrali Adazil. Imrali Adazil, sur une mer qui s'appelle la mer Marmoréenne. Comment tu écris la mer Marmoréenne ? Marmoréenne. Ça veut dire la mer de marbre. Dans un pays qui s'appelle l'Osmanli, qui est le sanctuaire de l'ordre des protecteurs. Et l'île, elle s'appelle comment ? L'île de Imrali Adazil. Imrali Adazil. Et sur le vitrail principal de cette chapelle se trouve une représentation parfaite du visage de l'ennemi, du dieu ennemi. Ce qui permet, c'est la seule façon de pouvoir le retrouver. Alors je vais pas le dire à chaque fois qu'ils lisent une entrée, mais je trouve vraiment le lore du Codex Occultatum, il est ultra stylé. Et ah ouais, vraiment, je fais une mini digression, mais je suis occupée de lire beaucoup de jeux de rôle en ce moment. Et je suis toujours là, c'est passionnant ce que vous écrivez, les gars, mais il y a trop de lore là, c'est pas possible. Et ce qui est incroyable dans Aria, c'est qu'il y a 4-5 lignes directives qui sont écrites en 3-4 lignes et qui forment un univers mais d'une richesse, c'est incroyable. Et toi, en tant qu'MJ, tu dois pas taffer des masses, quoi. Là, je suis occupée de lire 7ème mer, qui est vraiment le meilleur jeu de rôle de tous les temps, niveau inclusivité, niveau conseil de MJ et tout. Et puis, enfin, c'est incroyable, c'est waouh, c'est magnifique. Mais putain, 600 pages de lore avant de pouvoir commencer la campagne, ça a fait mal au cul, quoi. Ouais. Je sais même plus ce que je racontais avec tout ça. Ah oui, j'ai trouvé que c'était méga stylé qu'ils lisent pile ce passage-là du Codex Occultatum avec Bonne Fortune à côté. Donc Bonne Fortune qui est l'un des fameux serviteurs du dieu ennemi, et bim, il est à côté d'eux, là, c'est incroyable. Tellement drôle. J'avais même pas tilté, quoi. Moi non plus. Bien vu. À noter, parce que donc Fibre demande toujours, quand ils sont sur leur navire, qu'est-ce qu'ils font pendant les temps de navigation. Et à noter, Atlan prend quand même le temps de laver son pantalon pendant la traversée. Voilà, GG à lui. Bah oui, il reste un noble avec des bonnes manières, à défaut de prendre correctement des notes pour retrouver qu'est-ce que l'île d'Imrali Adazil, l'île dont on ne peut pas prononcer le nom dans plusieurs épisodes. Juste avant d'arriver, alors qu'Aria est à l'horizon, il repère l'esquive qu'il suivait, arrêté sur l'île des Abandonnés. C'est une île un petit peu sinistre, enveloppée de brume, avec beaucoup de bois flotté en permanence, et vous voyez des gens en haillons en train de ramasser des choses sur le rivage. Voilà. Il y a quelques maisons extrêmement sommaires et qui vous font peine à voir. Le bateau est vide, et un homme sur la plage leur apprend que son occupant est dans le village et qu'il était seul. Il propose de les emmener à son roi. Ketra, bien amoché, reste sur le bateau pendant que les 3 autres rencontrent le roi Onizuka, encadré de 2 hommes que nos aventuriers connaissent bien, Shikitsune. Donc l'ancien voisin de Clodomir qui l'avait accusé au rideau d'être un mage renégat et qui s'est retrouvé dans le parcours suite à un petit coup de coude de Niklas. Et Tarsil Vernet. Le fonctionnaire aux ailes à la géométrie très variable du palais des doléances qui a lui aussi fini dans le parcours avec les gardes d'Aria suite à une petite carte de carreau de Clodomir. Le roi leur propose de faire du troc. Tout ce qui est apporté sur l'île appartient à celui qui le découvre.
L'homme du bateau appartient à Tarsil. Il leur propose de leur échanger l'homme contre d'autres humains fournis par l'équipe, mais pose aussi comme condition que lui et Shikitsune, désolé pour le pseudo, repartent à Aria. Donc il leur faut échanger 3 humains. Et enfin, les lapins servent à quelque chose. Ils proposent les 2 contre un des passagers. Enfin, c'en est fini des lapins. Ouf. C'est clair. Mais au vu des négociations, franchement, il faut que j'arrête avec les mots comme ça. Ça devrait être plus simple. Pas plus de 3 syllabes, on a dit. Oui, c'est ça. Qui se rallongent et de leur réticence à laisser les enfants sur place, revient le bon vieux plan de l'hallucinat Trunkel. Mais comme Clodomir repère des traces de combat sur l'esquif et qu'Amaury n'est plus là, ils finissent par ne partir qu'avec Shikitsune, laissant les autres sur place. Tarsil promet de se venger. Alors je commence à radoter un petit peu, hein. Mais c'est de nouveau le bordel cette séquence, quoi. On se demande si... Ouais, je radote, mais on se demande s'ils sont pas cuits par toutes leurs aventures altabianquaises, parce que ça n'a aucun sens. Ils sont complètement à la ramasse. On prend Shikitsune, le mec qui a essayé de nous tuer. Enfin, d'ailleurs, Keitra, elle est hors d'elle quand ils reviennent sur le bateau. Ouais, je suis d'accord avec toi. Cette séquence, elle est horrible en fait. Ça avance pas. Tu sens qu'ils savent pas les enjeux, ils savent pas ce qui se passe. En fait, je pense que la séance aurait dû se terminer quand ils sont partis d'Alta Bianca, quoi. Parce que je pense qu'ils sont cramés là. Ils y arrivent plus. C'est fini. Court-circuit. C'est ça. Et d'un autre côté, j'aime bien la mise en parallèle des 2 îles, l'île d'Alta Bianca qui est sublime, on a vraiment envie d'y être, d'y vivre. Et même les gens qui n'ont pas trop d'argent, c'est la Dolce Vita. Et là, on est sur un îlot, c'est perdu, les gens, ils ont rien, ils sont obligés de manger des crabes et du bois flotté. Je trouve qu'il y a toujours cette idée que Fibre aime bien mettre en évidence sur la société, hein, qui pourrait être la nôtre. Et puis, je vais rajouter mon petit JDC-JDR. Keitra, elle n'est pas là. Et comme le note l'âme, elle ne womansplaine pas de loin. Coïncidence, je ne sais pas. C'est vrai. En vrai, je suis d'accord avec toi. Hein. L'île des Abandonnés, c'est une vraie bonne idée. Enfin, cette histoire des gens du parcours là, qui arrivent là sur l'île, c'est trop bien trouvé. Et puis, ce gouffre entre Alta Bianca et l'île des Abandonnés, c'est magnifique. Comme tu dis, c'est très représentatif de notre société. Mais il tombe à un moment où les cerveaux sont cramés, ils n'ont pas envie de s'investir dans ce que ça signifie. Ils font mais ils sont pas si étonnés que ça de retomber sur Shikitsune et Tarsil Vernet, alors que c'est quand même un big deal, quoi. Et puis, cette négo insensée. Et si je me trompe pas, il me semble que pendant la traversée, ils suivent l'esquif de loin, et il n'y a pas un bateau qui se rapproche. C'est supposément le bateau pirate, il me semble. C'est juste que je crois qu'ils captent pas ce détail-là, ce qui fait qu'après, ils restent bloqués sur le fait que Amaury doit forcément être là, en fait. Et ils restent bloqués, et c'est pareil pour la séance d'après, parce qu'ils reviennent, et ils restent bloqués là-dessus, quoi. Ouais, ils sont persuadés qu'Amaury est là et tout. Ils vont rester 10 ans à Aria pour rien. Non, mais effectivement, c'est bien vu, ils sont passés à côté du truc. Ouais, j'ai épargné beaucoup de choses pendant la traversée, parce que entre la traversée et l'île des Abandonnés, ça a été une galère à résumer. J'ai fait ça en quelques minutes. Parce que sinon, on avait encore pour une demi-heure de redite. Ouais, t'as raison. Clair. Mais bon, ils finissent par repartir vers Aria, et bonne fortune les fait passer par une entrée secrète qui les amène directement au palais, où ils retrouvent Zulia, qui a fini par arriver à Aria, et qui s'occupe de la logistique du palais. Bonne fortune charge Cecilia sur son épaule, et ils montent voir la princesse Oriane. Alors, donc, vous prenez un escalier de pierre qui ne semble pas en finir, montant vers le palais. Vous arpentez d'immenses salles au sol de marbre, l'ambiance est froide, sinistre, silencieuse. Avant d'ouvrir une dernière porte, Bonne Fortune se retourne et vous dit « Attention, vous m'êtes sympathique. Ok, ça s'est bien passé entre nous. Vous avez été une bonne archère, j'apprécie ça. Je vous préviens, la princesse Oriane qu'on va rencontrer, elle se met en colère facilement. Et elle n'a aucune pitié. Une petite blague en trop, comme vous savez si bien la faire, je ne peux rien faire pour vous. Et si elle me demande de vous tuer, je serai obligé de l'obéir. Il ouvre la porte. C'est pas resté dehors. Et vous vous retrouvez dans un salon capitonné de velours, meublé de fauteuils très anciens, où 2 grandes baies vitrées donnent de part et d'autre vue sur l'activité intense de la cité et sur la mer de la morsure. Là se trouve
des gens que vous ne pensez pas du tout qu'ils soient là. Vous êtes complètement surpris. Et ça, on verra ça dans 15 jours. Et oui, voilà, et voilà, c'est donc la fin de ce 8e épisode. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, j'aime beaucoup cette fin de cet épisode incroyable. J'aime beaucoup cette mise au point par Fibre Bonne Fortune. Déjà, il tease la prise de pouvoir d'Oriane, hein, on peut spoiler, il n'y a pas de souci. Et puis de deux, il remet les pendules à l'heure. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les PNJ qui ont autant de pouvoir. En plus, c'est clairement noté sur le JDR papier. Si un PJ s'amuse à pisser littéralement ou pas sur les pompes du Conseil royal, c'est game over, façon Game of Thrones ou House of the Dragon, pour ceux qui connaissent. Et c'est sans rémission, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de jet de sauvegarde, c'est fini, you're dead. Et c'est génial, vraiment cet épisode, il s'arrête à ce moment-là. Et on voit que les joueurs, ils se disent, mais Mamma Mia, est-ce qu'on va s'en souvenir au prochain épisode? Ils se regardent en disant, mince, il faut vraiment pas qu'on dise un mot de travers comme on a l'habitude. Et voilà, on va le voir dans le prochain épisode. Et je vais citer Fredo les bonnes affaires, hein, Panda Kaoru, le boss de Ghost Ultime. Donc, on va voir si cette équipe de bras cassés au plan au QI négatif va réussir à s'en sortir la prochaine fois. Alors, je peux pas être plus d'accord avec chacun des mots que tu as prononcés. J'adore ce cliffhanger. Alors, j'ai bitché sur la fin de l'épisode, mais le cliffhanger, il est incroyable. Vraiment, tu as dit les mots, il met les pendules à l'heure, il dit ça va chier, vous avez pas intérêt à faire les petits cons. Mais non, on se calme. Vous êtes devant de la royauté et en plus, elle a un sale caractère. Je kiffe, j'adore. C'est vrai que c'est un petit peu à contrario de plein d'autres épisodes où le cliffhanger Fibre, c'est et là, vous arrivez à tel endroit, vous ouvrez telle porte et il y a quelque chose d'incroyable. Et c'est nul. Le début de la session d'après, c'est genre il y a un chat qui passe, tu vois. Ok. Et là, il se passe vraiment quelque chose, enfin. Ouais. Ah, c'est quand même, allez, plus teasé que de raison, mais quand même, là, pour une fois, on arrive dans la cour des grands et non, c'est un très bon cliffhanger, très chouette. Passe de niveau, hein. Le prochain épisode, c'est level up. Mais que vous disiez ça, là, ça me donne juste envie d'avoir eu Daz qui dit de la merde et qui se fait décapiter, quoi. Et là j'aurais juste voulu voir ça. J'avoue. Et qu'ensuite ils se disent, mais waouh, ouais. Ok, en fait, non, on peut mourir, quoi. Franchement, on serait dans cette petite série très méconnue, comme tu disais, Maître Ikao, House of the Dragons. Franchement, il y en a pas un qui garde sa tête, c'est sûr. C'est ça. C'est clair. Sa langue peut-être, mais sa tête, pas sûr. Eh bien, du coup, maintenant, on va passer au point lore. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Alors aujourd'hui, le point lore sera sur l'affaire Malatesta. Mais que s'est-il donc bien passé sur le nez de nos aventuriers d'Olympia Fonté, malgré tout de même quelques petits éclaircissements de leur part? Quel est donc le lien entre un doigt coupé, un parfum du sombre pays, une soirée de partie fine, un mariage princier, un sosie presque parfait et une princesse enlevée? Reprenons et spolions mes bons, comme dirait l'odieux connard, excellent rôliste lui-même en passant. Nous savons que la famille d'Atlan, donc pas les Grécaines de Quirk, les Santa Sofia, ont aménagé sur l'île d'Alta Bianca il y a 20 ans pour enquêter sur les agents de l'ennemi. Ils ont été malheureusement éliminés, mais leur fils, lui, est toujours vivant. C'est donc Atlan. Les agents du chaos sont restés cachés là-bas jusqu'à ce que la guerre du sceptre entre Arya et Akaba se déclenche maintenant. Alta Bianca, pour l'instant, est neutre dans ce conflit. Et l'ennemi voudrait bien qu'il le reste pour qu'Arya et Oriane gagnent la guerre. Et si la plus grande flotte de la morsure, soutenue par l'argent du prince Léonide Sénéta, Lord Alta Negra, voire la technologie alliée du prince Cosmo de Kniga, Arya n'a aucune chance. Le prince Léonig, en plus, il va s'allier par un mariage avec Yokanda Medico, princesse aînée héritière de l'île d'Alta Negra, île qui est donc très très riche.
Mariage d'intérêt, hein, bien sûr, de part et d'autre. Mais Cecilia, la plus jeune princesse, eh ben, elle est sincèrement amoureuse du prince. Désespérée, elle dépérit, mais son frère, Ketuki Medico, va engager le parfumeur royal, Giacomo Malatesta, habile botaniste capable de créer des parfums agissant sur l'humeur. Donc le but, c'est de lui redonner le moral. Là, les agents de l'ennemi voient une faille pour créer le chaos. Tulpa protéineforme, démon serviteur du mal, tue Giacomo et prend sa place pour livrer non pas le songe d'Osmani, mais le rhénilium qui rend mélancolique, voire suicidaire. Et Cecilia, déjà déprimée, porte le parfum au mariage de son amoureux et finit par se défenestrer. Là, on a deux possibilités. Elle meurt, et c'est l'incident diplomatique, façon goth comme d'habitude. Alta Bianca et son parfumeur royal sont accusés de meurtre. C'est la cata, et Arya, de son côté, est tranquille. Ou, comme l'espère Bonne Fortune, premier serviteur de l'ennemi, mais homme très très malin, et c'est possible de la sauver au dernier moment et de la garder en otage pour Arya afin de garantir le statu quo sur l'île d'Alta Bianca. Donc, le Tulpa Giacomo laisse cependant des traces, le crime ne paie pas. Giacomo se débat comme un beau diable et avant de se noyer, il perd du sang sur la balustrade. Le destin fait que c'est Clodomir qui retrouve le droit. Sévis, la maîtresse de Giacomo, elle voit son amant dans le parc des anges et lui ne semble pas la reconnaître. Nos aventuriers, surtout à Lopia, remontent la trace du laboratoire secret, donc sous le parc des anges, grâce au témoignage de Sévis au manoir de la Puerta. Le laboratoire est aussi l'un des 3 cella ou tombes du dernier roi des rois, qui, on l'apprendra bientôt, grâce à la lecture par Clodomir du Codex Occultatum, permet de trianguler l'emplacement de l'orbe, l'un des 3 atours de la sagesse disparu et indispensable pour élire un nouvel empereur. L'agent du chaos fait d'une pierre 2 coups, en détruisant le visage de l'ennemi sur la fresque, afin que personne ne puisse reconnaître le masque du grand prêtre Zoltan, mais il n'a pas le temps de briser la statuette intacte du dieu exilé. En effet, quand même, Clodomir et Keitra interviennent au bon moment, ils utilisent leur magie puissante et arrivent à repousser le démon. Malheureusement, comme on l'a dit, seul Atlan, emprisonné chez Olympia, aurait pu tuer cet adversaire définitivement avec son sang et sa fameuse dague. Pendant ce temps, Bonne Fortune, toujours BG, parcourt les tunnels pour se rendre au mariage et enlever la princesse Cecilia. Et là, il rencontre Niklas, et comme toujours, il arrive à l'embrouiller en l'orientant vers une fausse direction pour aider son allié le Tulpa, et il part tranquillou remplir sa mission. Le karma faisant le reste, tout ce beau monde se retrouve sur le Malawi ardent, avec à son bord une princesse dont l'emprisonnement à Arya sera l'un des éléments les plus importants pour la suite de la guerre entre Arya et Akaba. Et ce qui est merveilleux à ce stade de l'aventure, c'est que les créances, après avoir poursuivi et lutté contre le chaos, tu l'as dit, Anna June, ils vont complètement se faire complices de Bonne Fortune et de la reine Oriane. Mais comme le dit Mimi Hegel, c'est un peu la marque de fabrique de Game of Thrones. Merci, Maître Likao, pour ces résumés, parce que moi, je vous avoue que tout ça, ça restait assez flou pour moi. Ouais. Alors que maintenant, au moins, c'est clair. Moi, j'avoue que je suis impressionné à chaque fois parce que je me considère comme... j'écoute, je revois, je revois, etc. Je suis même des streams de FIP de temps en temps. Mais toi, t'as une connaissance qui est folle, quoi. Vraiment, du lore, c'est incroyable. Bien le petit point Maître Likao. En plus, vraiment, le lore là d'Atlan, le lore des Tulpas. Aïe, 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 j'adore. Je fangirl à fond. Ah, c'est le kiff. Le kiff total. Après, le JDR papier, il aide bien à combler les trous. Et puis, j'aime les enquêtes. Je n'aime pas me battre, mais j'aime les enquêtes. Et du coup, on va maintenant passer au stade d'Anna June. Je peux faire un apaiser les cœurs. Vas-y. Apaise les cœurs de Gérassi. 92. On n'est pas sur un super épisode en termes de jet de dés. Tout le monde a au moins fait un échec critique. Et il n'y a eu que 54% de réussite. C'est tout simplement le pire score de la saison. Après, il y a eu quand même 41 jets, ce qui est pratiquement le double de ce qu'ils font d'habitude. Et statistiquement, pour le dire très très grossièrement,
plus il y a de jets, plus il va être difficile de briller d'un point de vue global. Et donc, on va être sur une soirée très équilibrée en termes d'échecs-réussites, très en demi-teinte. Et la preuve la plus parlante, c'est qu'ils vont faire un 0-1 et un 100 pendant la même soirée. C'est assez rare pour le mentionner, et c'est la preuve qu'on est sur un bel équilibre. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que ça commence à arriver de plus en plus souvent, c'est Daz, le MVP, qui a fait une très belle partie, avec 75% de réussite sur pas moins de 16 lancers. Mais tout ça sera malheureusement contrebalancé par les 3 autres qui vont tous plus rater que réussir. Il n'y a pas eu de 92 d'Atlan cette fois-ci, ce qui termine cette déroutante série d'un manqué, mais nous l'avions noté d'ailleurs, le 92 a malgré tout été présent entre les mains de l'alchimiste Maudé. Pour l'anecdote, si Clodomir... Alors oui, ça c'est vraiment hyper intéressant je trouve. Si Clodomir avait ingéré lui aussi la prune surprise, elle se serait donc déclenchée à son premier jet en 3, 6 ou 9, et se serait tombé sur un 46 qui a servi, tenez-vous bien, à perceptionner l'arrivée de Maria. Et oui, donc c'est dingo. Heureusement, quelque part, qu'il ne l'a pas prise, parce que si ça avait été le cas, la pauvre noble aurait été doublement souillée pendant la même soirée. Et je vous dis même pas Ketra, parce que ce serait tombé sur un 36 qui a servi à soigner ce pauvre Amaury, et ça aurait pu être bien glauque. Cringe à mort. Donc, en parlant de Keitra, cognée par une poutre, fouettée par une plante et lacérée par un tulpa, elle aura perdu 7 points de vie pendant cet épisode, même si tout cela n'est rien face à la joie, que dis-je, l'extase, que lui a conféré le loot de la célèbre louche d'or. Ils auront utilisé 3 cartes de magie, lu 2 entrées du Codex Occultatum, ils auront bien profité de leur soirée, les petits malins, avec 2 tatouages, un piercing, un coup de fouet sur un mineur, un orgasme et un meurtre. Donc, malgré la situation qui s'y prêtait plutôt bien, ils n'auront trinqué qu'une seule fois, et Nicolas aura conclu, 0 fois les gars. Nicolas dans une partouze qui ne conclut pas, c'est quand même le comble. Un Nicolas, bah oui, voilà, c'est fou. Un Nicolas obsédé par des saphirs maudits qui auront fait échouer 5 jets à la compagnie. Et toujours Nicolas, il aura quand même dit bonne aventure au lieu de bonne fortune pas moins de 6 fois pendant la soirée, de quoi personnellement me faire rire systématiquement. Donc, pas mal de rebondissements aussi au niveau du compteur des morts. Alors si l'ancienne comptable parle, si on fait un bilan comptable des meurtres, on atteint une jolie balance ce soir, avec d'une part une morte par suicide imposé, et d'autre part une résurrection en la personne de Shikitsune. Et à noter que je n'avais pas comptabilisé Tarsil, car nous avions établi à l'époque que les gens de son espèce sont bel et bien increvables, et nous avions raison. Et bon, vient la question du comment comptabiliser les dizaines de victimes réalisées par Sang-Froid Fillon. Parce que pour le coup, moi je trouve que c'est pas de leur faute, quoi. Mais malgré tout, c'est quand même un peu la résultante de leur nonchalance constante. Et à vrai dire, toute transparence, ça m'arrange pas mal, car c'est l'occasion de rajouter un autre demi à celui que je me trimballe depuis la mort d'Ibolia. Et ça nous fait, de nouveau, un beau chiffre rond, avec 31 meurtres. On applaudit ou pas, c'est à vous de décider. Je citerai quand même Nicolas, qui en hésitant de tuer Olympia a déclaré « J'en ai un peu marre de tuer, honnêtement ». Voilà, donc à savoir que Nicolas n'a encore tué personne dans cette aventure, et que c'est bien le seul, nous verrons si ça tient encore longtemps. Nous disons adieu à Maria Almunia, au pouvoir comique sans limite, qui regrettera éternellement d'avoir un jour croisé le chemin du ténébreux et sensuel Alfredo de la Puerta. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bravo. Merci. Bravo, merci à toi. Et bon, comme Céladon n'est pas là, il n'y aura pas de prédiction pour cette semaine. Si. Ah bon? Si. Ah oui, mais peut-être qu'il y aura une prédiction mais en post-production. Mais on verra. Rien n'est encore sûr. Et on va donc passer à la question d'Odyssea. Voilà. Moi, j'aurais quand même voulu donner une pensée pour elle, parce que, en plus, il me semble que
à un moment dans le dernier épisode, elle dit je suis triste parce que la prune, ça n'a pas été utilisé. Je crois qu'elle dit quelque chose comme ça. Et il me semble me rappeler d'avoir écouté ça et de me dire, oh mon Dieu, si elle savait. Oh non, tu me brises le cœur. Ouais, ça me fait de la peine que je sois là à sa place parce que j'aurais aimé entendre sa réaction. Donc, une pensée pour toi, Céladon. C'est trop mignon. Au moins, on aurait eu ta réaction qui était goldée. Merci à toi. Et on pense vraiment à toi, Céladon. C'est vrai que pour le coup, tu rates pas le pire épisode de Game of Thrones. Je suis désolée d'en rajouter une couche. C'est terrible. Salut tout le monde, salut les copains. Je vous présente à tous mes excuses. J'ai eu une semaine super chargée et arrivé dimanche soir, j'avais complètement oublié le tournage de l'épisode. J'avais même pas regardé. À vrai dire, j'avais même pas regardé l'épisode 8 de Game of Thrones. Du coup, j'ai rattrapé mon retard cette semaine, j'ai écouté, mais je n'ai pas encore entendu l'épisode de Hola mon brave. Du fait, s'il y a eu des spoils, ils ne m'ont pas atteint. Pas cette fois. Esquive. J'ai loupé toutes les blagues et toutes les surprises. J'ai loupé Monsieur Cactus, DJ Cactus. Salut. Du fait, voilà, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Mention spéciale pour le pantalon souillé d'Atlan. Vraiment, quel manque de chance. Rien ne va et c'était tellement incroyable en même temps. Par contre, j'aimerais mentionner aussi tous les bruitages. Ça m'a vraiment fait kiffer. J'ai adoré l'immersion. Tout ce qui a été fait au niveau son, c'était incroyable. Du fait, je me lance dans la prédiction. Je pense que le karma du groupe ne va pas aller en s'arrangeant. Il y a quand même eu le meurtre, disons, le suicide provoqué d'une pauvre femme très amoureuse. Et je trouve ça tragique et vraiment triste. L'épisode se termine d'ailleurs sur tout un tas d'événements que nous n'avons pas vécus dans notre campagne. Et là, je comprends à quel point une campagne peut être très différente d'une équipe à l'autre. Ils se sont arrêtés sur l'île des Abandonnés. Ce que nous, on n'avait jamais eu l'occasion de faire et j'en suis tellement reconnaissante d'avoir vu ce passage. Ça a comblé un vide immense en moi. Vraiment, j'étais super curieuse de ce moment, de ce lieu, des gens qui pouvaient être là. Pour moi, c'est un petit côté salle sur demande dans Harry Potter. Ça a un petit côté tous les objets perdus, ils sont là en fait. Je pense que l'homme du bateau, donc qui est le garde qui a enlevé Amaury mourant, si j'ai bien tout compris, a été attaqué en s'échouant sur l'île. Et en fait, il devait complètement mourir de soif et de faim, ce mec. Il a dû cramer avec le soleil, le sel. Et en fait, j'ai le sentiment énorme que ce sont les abandonnés qui ont volé le gosse. Pour je ne sais quelle raison, mais sûrement pour se faire tirer de l'île, peut-être. J'en sais rien. En tout cas, voilà. Pour moi, il y a un truc qui est vraiment obscur dans cette situation. Du fait, peut-être que ça va équilibrer un peu leur karma d'avoir ramené Shikitsune, qui va leur rendre grand service. En outre, ils ont aidé Bonne Fortune, ce qui va impliquer pas mal de choses, notamment qui va leur coller au cul pour leur demander de plus en plus de services et leur filer de plus en plus de coups de main, ce qui n'est pas forcément pour le meilleur. Et puis, bien sûr, ils vont agacer Zulia. D'ailleurs, Zulia, elle va faire la connaissance d'Olympia, non? Elle est toujours à bord du bateau, je crois. Et d'ailleurs, Olympia qui aurait dû mourir, selon mon humble avis. Et alors, soit les deux, elles vont s'entendre à merveille, soit elles vont se détester à crever. Et puis, bien sûr, ils vont énerver la reine. Ça, c'est impensable que ça se passe autrement. Et alors, j'ai absolument aucune idée de qui peuvent être les gens qui attendent dans le salon royal. J'imagine que ce sont des personnalités importantes, mais vraiment je vois pas qui ça peut être. Et en fait j'ai hâte de savoir, j'avais juste envie de me spoil pour pouvoir le dire et je l'ai pas fait. Du coup je reste dans ma sensation de voilà. Je sais pas du tout, j'ai envie de savoir et voilà, ce sera pour le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, j'ai loupé tout ça, vous me manquez et j'ai trop hâte de savoir la suite et j'ai trop hâte de vous retrouver pour qu'on en discute.
Il y a une lettre que je te confie qui est là. Holy shit. Sainte merde. Voilà. Alors, je te la lis. Alors, la question du jour, il me semble qu'elle avait été posée par Bagriel. Si je me trompe, les Discordos de chez Fibre, vous m'excuserez. Et donc, c'était avez-vous déjà eu l'occasion de participer à des événements live liés à Game of Roll, dédicaces, etc. Je vais commencer par Annette June Barker. Alors moi j'ai été aux 2 événements live, donc le final de la saison 3 et le gore dans l'espace qui a eu lieu au festival Frames. Et pour l'anecdote, on n'est pas préparé pour cette question, mais je me lâche pour vous raconter que à l'époque du final de la saison 3, faut savoir qu'il y avait beaucoup moins de gens qui connaissaient Game of Thrones qu'aujourd'hui grâce à l'explosion de MV. Et vraiment j'étais dans ma solitude, les amis. Je connaissais personne qui écoutait Game of Thrones, c'était horrible. Je connaissais pas du tout encore Discord et ces plateformes d'échange-là. Et je pensais être seule au monde, d'être la petite geek à écouter des trucs zarbi dans mon coin. Et du coup, j'ai forcé ma meilleure pote à venir avec moi alors qu'on n'avait rien à cirer. Je lui ai dit, meuf, franchement, tu vas adorer, parce qu'en plus, elle fait de l'impro, cette fille-là. Et je lui ai dit, allez, viens avec moi, ça va être cool. Et elle a adoré. Elle a adoré, c'était trop cool parce qu'en plus il y a eu un très très long résumé au début de l'épisode et elle était à fond dedans, elle disait quoi, ils ont brûlé une ville et tout, c'est incroyable. Voilà, donc c'était un chouette moment, en plus on était en plein Covid donc c'était ultra frustrant de pas pouvoir se rapprocher des joueurs et d'avoir un moment avec eux, mais j'ai quand même eu ma photo avec De Rive où je lui montre mon tatouage virevoltante et ça c'est gravé à tout jamais dans ma mémoire. Et donc je vais demander à notre invité, et toi DJ Cactus, est-ce que tu as eu l'occasion de participer à un des events? Eh bien non, parce que tout simplement une petite particularité chez moi c'est que ça fait 4 ans que je vis à Montréal en fait. Donc malheureusement je suis loin, malheureusement j'ai le décalage horaire, ce qui fait que même parfois j'arrive même pas à regarder en direct les épisodes. Et généralement en fait, comme un des derniers épisodes là, Game of Reroll, je suis passé rapidement sur le chat, je t'ai vu Anna June, on a discuté un peu, ouais. Et j'ai juste dit je passe faire un coucou et puis je suis reparti, j'étais en train de travailler. Et donc voilà, donc ça c'est ma vie à Montréal de vivre avec 6 heures de décalage, et puis malheureusement avec la distance. Mais bon, je vais en France de temps en temps voir de la famille, des amis, donc peut-être qu'un jour je participerai à tout ça. Des fois je vois les annonces du camp, etc. Je sais pas si vous avez déjà participé à ça ou pas, mais parfois je me dis ça doit être sympa quand même si ça me ferait quand même un peu peur, là, mais non, malheureusement pour l'instant, ouais. Malheureusement, non, pas eu la chance pour l'instant, mais j'adorerais ça. Ouais. C'est assez mignon parce que la première fois que tu m'as contacté et qu'on a commencé à discuter, toi et moi, c'est un message, un pavé, où tu me disais moi je suis loin de tout le monde et c'est parfois difficile parce que j'ai personne avec qui échanger et tout, et je me suis trop retrouvée dans tes mots, j'étais là, oui, c'est exactement ce que j'ai vécu avant Discord et tout. Et Bah ouais, je savais pas, là j'entends ça, ton témoignage là, et c'est vrai que c'est un peu ça, tu vois. Tu te retrouves un peu seul, etc. Et puis sur le Discord, j'y suis de temps en temps, mais c'est un peu difficile, il y a beaucoup de monde aussi. Ouais, donc, tu m'avais dit, enfin je te répète les mots que tu m'avais dit, mais t'étais là, ouais, c'est un peu impressionnant de prendre la parole sur ce Discord, donc c'est dur et tout, et j'étais là, mais moi aussi, je comprends trop. Donc voilà, mais je suis ravi en tout cas merci de m'avoir proposé en dernière minute de participer à l'émission. Je suis ravi, j'adore Game of Thrones depuis des années, et moi j'ai commencé quand même assez tardivement, genre en fait j'ai commencé début 2020 je crois, juste avant que Covid commence, et ça m'a bien aidé pour traverser tout ça là, cette épreuve. Et c'était incroyable. C'était un univers incroyable, des gens incroyables, de la bienveillance, les gens sont géniaux, et donc bref, je suis très content. Désolé, je digresse un peu, mais voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Nous, on est super contents de t'avoir aussi ce soir. Tu es venu au débeauté, c'est super cool.
Gentil, merci. Ouais, mais j'en profite Surtout avec vraiment le pour te décalage. remercier. Oui. Ouais, mais là, je vois, il est bientôt minuit chez vous. Moi, ça va, il n'est pas encore 18h. Disons que le décalage est dans le bon sens cette fois-ci. C'est ça. Et du coup, ouais, je veux en profiter pour vraiment te remercier parce que, ouais, je t'ai envoyé un petit message 10 minutes avant qu'on commence l'émission en mode « Est-ce que tu as 2 heures devant toi ?» Et n'importe qui aurait pris peur et toi, t'as dit « Ok, c'est bon, let's go, on y va. » Et J'ai pris peur. Hein. Ah oui, je l'ai senti dans ta manière de me répondre. Mais t'es quand même là. Et vraiment, Flavien, je voulais te dire, t'es une de mes trop belles rencontres liées à Game of Thrones. T'es un type super. Et je suis super contente, en fait, de t'avoir rencontré via Game of Thrones. Continue à être cette chouette personne, ça fait vraiment du bien. Merci, c'est gentil. Trop de déclarations d'amour. Là. Je rougis. C'est l'ambiance Game of Thrones, l'inclusivité, la bienveillance. Et c'est vrai. Exactement. C'est pas de la déconne, c'est vrai. D'ailleurs, quand tu parlais du Discord de Fibre, franchement, n'hésitez pas à y aller, ne serait-ce que pour lire. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, l'interface n'est pas des plus friendly, mais pour le coup, c'est un exemple de bienséance, d'inclusivité. Les modos sont incroyables. Voilà, les modos sont des BG, on les aime. Et franchement, vous vous sentirez là-bas vraiment en sécurité. Et peut-être à un moment, vous aurez envie un petit peu de parler. Franchement, c'est trop cool. Mais du coup, est-ce que toi, tu répondrais à cette question, Maître Ligao? Je voulais la poser à Erkem d'abord, c'est gentil. Oui, vous pouvez y aller, moi ça va être rapide. Vas-y. Bah non. Je trouvais que... je trouvais que j'étais loin, tu vois, parce que j'habite dans le sud de la France, mais je suis un peu honteux, je suis beaucoup moins loin que d'autres personnes. Mais, non. Mais moi, c'est surtout ma vie qui fait que j'ai pas trop l'occasion de me déplacer à la capitale. Moi, je suis quelqu'un de la campagne profonde des Landes, tu vois, donc... Et oui, par contre, sur le truc tout seul chez toi qui écoute ça et que tu peux en parler en personne, ça par contre, putain, j'aime pas quand il y a des expressions qui ne reviennent qu'en anglais, mais I can relate. et ouais, non, donc du coup, j'ai jamais fait. J'espère pouvoir le faire dans le futur, mais si un jour ils font le live Game of Thrones du Z-Event 2021, peut-être que j'y serai. Et du coup, toi, ML, raconte-nous. Comme tu le sais, vu que nous étions ensemble à partager cet événement incroyable Frames, c'était compliqué d'y aller, mais franchement, c'était que du bonheur. Des rencontres super cool de la commu. C'était très très bien. Et puis le live était vraiment puissant. C'est vrai que l'expérience de voir ça en direct... Waouh, c'est aucun regret. Je conseille à tout le monde pour l'ambiance. Et puis, ayant de la famille dans le Var, j'ai eu l'occasion de descendre donc aux dédicaces, puisque Fibre, lui aussi, a de la famille à Toulon. Hein. J'aime à dire la légende, vu que je suis un petit peu plus âgée que lui, que certainement, quand il était tout petit, je lui volais ses Haribo dans la rue. Hein. C'est faux. Et donc, oui, j'ai eu l'occasion d'aller aux dédicaces à la Natanière, donc un magasin de jeux de rôle, où c'était incroyable, quoi. C'est un tout petit magasin très, très cool. En face de la gare de Toulon, il y avait un peuple. Enfin, les gens ont fait comme moi, ils ont vraiment dit, on n'est pas si loin. Allez, on va faire la route, on va prendre le train, on va prendre le bus. Et on s'est retrouvés avec des membres de la commu, donc des Discordos. C'était vraiment un chouette moment. Bien sûr, de voir Fibre en vrai, de pouvoir discuter, mais on a vraiment échangé beaucoup de remarques de joueurs de MJ. C'était très, très enrichissant. Et cet été, on a eu la chance avec Tiny Nounours de jouer avec Fibre, achievement débloqué, au tisseur de rêves. Et on avait testé donc le scénario sci-fi, donc Aria, les mondes du futur.
Et ouais, c'était vraiment un super moment. Fibre, il est pareil à l'écran comme à la vie. Hein. Il est aussi bienveillant, gentil. On a passé un très très chouette moment. C'était très cool. C'est mon rêve, ça. Ça va être incroyable. Une table animée par Fibre. Est-ce qu'il est aussi bon que pendant l'Actual Play? Parce que j'imagine que l'Actual Play, il doit tout donner. Mais c'était comment ton expérience? Ouais, il est vraiment à fond, tout le temps. Il nous a juste mis un peu moins de pression sur le temps. Et d'ailleurs, à la fin, il nous a demandé en disant ça va, j'ai pas été trop speed. Et en vrai, par rapport à l'actuel play, on a eu vraiment les moments comme dans les JDR classiques où tu peux respirer, tu peux faire des plans et tout. Mais il a toujours ce rythme et toujours ces idées incroyables, quoi. On peut faire n'importe quoi. De toute façon, il aura la bonne idée au bon moment. Et il se passe toujours des trucs de fou. Génial. Eh bien, on arrive doucement à la fin de cet épisode de Hola mon brave. Encore merci DJ Cactus d'avoir participé. Vraiment, c'était très cool. Mais j'espère qu'on le refera. Maintenant, tu as les accès. Tu fais partie de la famille, donc maintenant, tu reviens quand tu veux. Je m'incrusterai sur le Discord. Hop. Trop bien. Merci encore. Vraiment, c'est une super opportunité. Merci beaucoup. C'était vraiment chouette. J'ai eu l'impression d'écouter l'épisode en direct et de pouvoir réagir comme je peux faire quand j'écoute de manière générale. Mais c'était génial. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi. Merci. En parlant d'écouter un épisode en direct, le prochain épisode, ce sera le dernier épisode de la saison 1 de Game of Thrones. Donc l'épisode 9. Et pour celui-là, exceptionnellement, eh bien, on va l'enregistrer en direct sur Twitch. Donc, on vous donnera la date bien avant, quand on le saura nous-mêmes, parce que pour l'instant, on n'en a aucune idée. Mais en tout cas, ça sera sur le Twitch de La Table Virtuelle, où on vous donnera tous les détails. Ouais, mais n'hésitez pas à passer. On pourra interagir avec vous et ce sera cool, je pense. Ouais. Restez connectés, je vous mettrai tout ça sur le Twitter donc, de Hola mon brave. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça fait plaisir. Et je vous donnerai toutes les infos dès qu'on sera fixé. Et encore merci à tous ceux et toutes celles qui mettent des pouces, qui mettent des gentils commentaires, qui posent des questions sur les différents réseaux. Ça nous aide beaucoup, c'est toujours un bonheur de partager avec vous. Et puis, ben voilà, vous voyez, comme aujourd'hui, on fait des rencontres avec les gens de la commu. C'est trop chouette. Donc, est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire? C'est bon pour moi. Non. Un petit point reco. J'ai vu un truc qui s'est effacé sur le conducteur. Non, mais j'ai une super longue reco et j'ai l'impression que l'épisode est déjà très très long, donc ce sera pour la prochaine fois. D'accord. Juste une petite reco, effectivement, avec des gros bisous et toutes nos pensées pour Céladon, qui va très bien. Hein. C'est juste qu'elle ne pouvait pas venir au record d'aujourd'hui. Donc, Céladon va faire partie du crew de la nouvelle campagne de la table littéraire, table virtuelle, pardon, où j'aurai aussi la chance d'être sur du Coriolis, me jeter par l'incroyable Carthage. La session 0 commence aussi sur le Twitch de la table virtuelle ce mercredi, donc viendez, c'est trop bien. Du coup, mercredi dernier, quand paraîtra ce podcast. Floute. Bah, il y aura la rediff sur YouTube. Ouais. Pour y venir voir l'épisode 2. C'est ça. Eh bien, c'est donc fini pour cet épisode. Donc, on vous dit à la prochaine fois. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Salut. Salut.